Le gars me dit, vous savez, votre article, 3000 bouquins vendus en une semaine. Ce que vous devez savoir, c'est que vendre des bouquins comme ça, c'est très compliqué, machin, etc. Donc, c'est remarquable. Bon. Et donc, cette info, elle va remonter jusqu'à Varoufakis, puisque il va toucher des droits d'auteur sur les bouquins, évidemment. Et là, d'où ça vient? C'est la France. Oh, dites donc, mon bouquin traduit en France, je pensais pas que ça allait se vendre. Etc. Bon. C'est un gars qui a un petit site, machin, etc. Et ça lui ferait vachement plaisir de vous interroger. Donc, je fais l'interview. Et à cette époque-là, on propose à BFM de reprendre l'interview et d'en parler ensemble, que je sois invité, machin, etc. Et BFM le prend super mal. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti! Charles Sana, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Entrepreneur. Je suis content parce que ça fait des années qu'on se lit, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est ça, En fait, je te connais déjà. Voilà, par YouTube interposé, c'est quand on se rencontre la première fois en vrai, mais en fait, c'est comme si on s'était toujours vu, quoi. Ça, c'est marrant. C'est marrant, c'est rigolo. Ouais. Et du coup, on est là pour parler de ton passage du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat. Parce que toi, t'es parti, alors on va refaire un peu l'historique, mais t'as grandi où? T'es né où? Est-ce que tu viens d'une riche famille bourgeoise ou Alors non, moi, je viens pas d'une riche famille bourgeoise, je viens d'une riche famille intellectuelle, parce que j'ai grandi dans une famille de profs. Voilà. Donc dans la famille de profs, ce qui était important, c'était les études, de travailler, d'avoir de la culture, de réfléchir, de développer son esprit critique. On était politisé aussi. Moi, j'ai grandi dans une famille où on s'est tripé à tous les repas sur des sujets politiques. Mais j'ai pas vécu dans une famille qui avait de l'argent. Une fortune ou ce genre de choses, ou même qu'il y avait une culture entrepreneuriale, parce qu'en réalité le monde le plus éloigné de la culture entrepreneuriale, disons-le, et les auditeurs profs qui nous écoutent m'en voudront pas, mais tu n'as pas plus loin de l'entreprise que le monde de l'enseignement en fait. Donc quand tu dis je suis entrepreneur, quelqu'un qui est prof d'histoire, à ta mère qui est prof d'espagnol, ou à ton oncle qui est prof d'allemand, agrégé en allemand, si tu veux, il te regarde et il dit ah bon, et on peut gagner sa vie comme ça, et pour les vacances, enfin bon voilà, donc t'as un choc de culture qui est hyper important. C'est deux mondes qui se parlent pas et qui se comprennent pas en réalité. Alors justement, c'est marrant parce que c'est l'histoire de Robert Kiyosaki qui avait un père riche et un père pauvre, et en fait son père pauvre était, enfin pauvre entre guillemets, mais pauvre parce qu'il faisait pas de business, bien mais sûr, il était pas pauvre financièrement. Mais il était pas riche. Mais il était pas riche. Voilà, non, il était pas dans le business, il était dans l'intellectuel. Absolument. Et du coup, il y a ce rapport en fait au monde de l'entrepreneuriat et surtout, je pense au risque qui est peut-être pivot en fait entre ces deux mondes. C'est peut-être ça la clé d'incompréhension majeure, c'est comment on peut vivre en prenant des risques, quoi. Alors, je crois que c'est pas la clé la plus importante. Je crois que la clé la plus importante, c'est comment tu peux avoir un métier aussi peu intellectuel, en fait. C'est-à-dire que quand tu es avec des intellectuels, leur raison d'être, c'est la culture, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et je pense d'ailleurs que quand tu entreprends, tu n'entreprends jamais pour l'argent. Tu entreprends en réalité parce qu'il y a quelque chose que tu veux apporter au monde, un problème que tu veux résoudre, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau service, peu importe ce que tu vas faire dans ce que tu vas entreprendre. C'était ce que disait Steve Jobs, le patron d'Apple, hein. Vous voulez créer quelque chose, solve a problem, donc résolvez un problème, apportez une solution à un problème et donc au monde, et donc vous avez une idée, vous avez une entreprise qui sera viable, etc., etc. Et donc, quelqu'un qui est dans l'intellectuel, qui est dans... je prenais l'exemple de mon tonton agrégé d'allemand, il est dans les textes littéraires, dans Goethe, dans machin. Bon, c'est pas facile d'avoir un business plan viable sur l'étude de Goethe, si tu veux. Tu vois, je te dis pas que c'est impossible, mais c'est pas hyper intuitif, quoi. Ouais. Donc, tu es dans la culture, tu es dans le savoir, et quelque part, tu es dans quelque chose qui est gratuit, qui doit être donné, qui doit être apporté. Tu n'es pas dans un rapport marchand.
Donc, je pense que l'éloignement originel, en fait, c'est pas la notion de prise de risque, c'est le fondement de la culturel lui-même. C'est-à-dire, quand tu es prof, tu es un passeur de savoir, tu dois passer ton savoir de manière gratuite dans l'école républicaine, laïque, gratuite, etc. Et donc, ton rôle, ta raison d'être, ta mission, c'est celle-là. C'est pas de faire du pognon, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de trouver un modèle économique, c'est pas... Et c'est marrant parce que justement, c'est quoi pour toi des deux points de vue? Parce que pour moi, faire de l'argent, c'est rendre service. Si tu vends des pins à 1 euro de marge et que tu es millionnaire, c'est que tu as rendu 1 million de services. C'est-à-dire que les gens ont voulu 1 million de tes pins, quoi. Enfin, et globalement, c'est quoi pour un prof? Et pourtant, ma mère était prof. Hein, donc, mais c'est quoi, en fait, le faire de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, il y a un truc dans cette phrase. Oui, il y a un truc. Il y a un truc majeur dans cette phrase. Il y a un croque-mitaine, quoi. Oui, mais dans la notion de faire de l'argent quand tu es entrepreneur, tu as d'abord, tu fabriques ton argent, tu fabriques ta richesse, tu fais ta propre richesse. Je le dis autrement, tu fabriques ton salaire. Et ça, donc en fabriquant ton salaire, en fabriquant ton argent, tu fabriques ton indépendance. Donc, on en parlera sans doute plus longuement après, mais moi, si tu me demandes ce qu'il y a de plus fascinant dans l'entrepreneuriat, je te dirais, c'est la liberté et l'indépendance. C'est ça la motivation la plus grande et la plus forte, c'est que tu es aux manettes, tu es autonome, tu es indépendant. C'est pas dire que tu n'as pas de contraintes, mais tu fais ce que tu veux, quand tu le souhaites. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de consigne, il n'y a que les limites que tu te poses. Bon. On fait ce qu'on veut quand on veut, mais on bosse 6 jours sur 7 quand même. Oui, voir 7 jours sur 7, voir t'as pas 9 semaines de congé avec des RTT, donc tu as plein d'autres contraintes. Mais c'est les nôtres, on se les choisit. C'est les nôtres, on se les choisit, et c'est surtout la liberté de faire ce que tu veux au moment où tu le souhaites. Et ça, cette liberté-là, pour certains esprits et certains types de personnalités, en fait, elle n'est pas... je vais te dire, c'est même pas un choix en réalité. C'est-à-dire que j'avais un très bon copain qui disait, pour bien vivre, faut accepter sa névrose. Bon. C'est une vision un peu psy du truc. Mais... pour moi, le salariat, c'est toujours mal passé, en fait. C'est-à-dire, le salariat a toujours été... Attends, on va y venir déjà à l'école. Attends, mais déjà à l'école. Comment ça se passait à l'école? Mais très mal, comme dans le salariat, Richard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Encore une fois, ce sont des types de personnalités qui sont des personnalités transgressives. Donc, très souvent, un entrepreneur, il est créateur, il est imaginatif, il a une créativité débordante, il aime explorer, papillonner, sortir des cadres, donc il passe son temps à sortir du cadre, donc à prendre des risques, à escalader le truc qu'on lui dit de pas aller, à ouvrir la porte qu'on lui disait de maintenir fermée, donc il se fait mal, il tombe, il chute, il fait des bobos. Alors quand t'es gosse, je sais pas, moi, l'espérance de vie d'un pantalon neuf, c'était moins d'une journée. Donc, au drame de mes parents, si tu veux. Mais un pantalon neuf ne durait jamais plus d'une journée avant qu'il revienne et qu'il termine en short. Bon, donc, voilà. Donc, si tu rajoutes ça, évidemment, l'école, ça se passe pas bien. Parce que l'école, c'est de la norme, c'est du normatif. C'est un prof tout puissant qui peut avoir des attitudes de toute puissance. C'est le prof, article 1, le prof a toujours raison, article 2, quand le prof a tort, te reporter à l'article 1. Donc en fait, le prof a toujours raison, même quand il te sort des grosses inepties, ou qu'il se comporte pas bien, ou qu'il est injuste, ou que bon. Et on a tous des souvenirs comme ça quand on est gamin, d'injustice à l'école, du prof, bon, qui est pas, c'est pas l'infaillibilité papale appliquée au prof, donc forcément le prof est faillible. Et quand t'es gamin, tu le vis plus ou moins bien. Et donc tu vis plus ou moins bien cette rigidité, le fait que la marge elle doit faire 3 cm, et que si la marge elle fait pas 3 cm, mais que toi tu l'as mise à 2,5, c'est pareil, mais pas pour le prof, quoi. Combien de fois on m'a dit, dans une rédaction, dans une dissertation, t'es hors sujet. Alors le nombre de notes effroyables que j'ai pu me prendre en français, en littérature, parce que j'étais hors sujet. Bon, aujourd'hui, j'y vis de mon écriture.
Bon, et c'est un peu Guy de Graine, vous n'arrivez jamais à rien, quoi. Hein, vous vivrez jamais de votre écriture, quoi. Bon, c'est un peu ça, quoi. Donc un problème par rapport au cadre, quoi. Ouais, je crois que les entrepreneurs ont toujours un problème par rapport au cadre. Donc quand on dit les entrepreneurs souvent sont mauvais à l'école, c'est pas qu'ils sont mauvais à l'école, c'est plutôt qu'ils sont inadaptés à l'école. Ils sont inadaptés au cadre dans lesquels on veut les faire rentrer. Ouais. Mais comme beaucoup d'enfants, en réalité, sont inadaptés aux méthodes. Moi, je vois, j'ai un petit qui a 9 ans. Il me ramène des notes pathétiques parfois à la maison, mais vraiment affligeantes. Je regarde le contrôle et je comprends pourquoi il n'a pas réussi, quoi. C'est-à-dire, je ne comprends même pas le contrôle. Donc, c'est des trucs à trous, c'est des trucs que tu dois jouer aux devinettes. Bon. Et donc, l'esprit de mon gamin, il joue pas aux devinettes, en fait. Il n'est pas capable de résoudre ce genre de problème. Il ne sait pas faire. Donc, ce type de pédagogie-là le met en échec. Mais tu as plein de gamins pour qui ça va très bien se passer, et puis tu as un certain nombre de gamins, ils n'y arrivent pas, en fait. Avec cette pédagogie-là, ils n'y arrivent pas. Alors, comment tu as survécu à l'école, toi? À quel niveau t'es allé? Bah moi, je suis allé jusqu'au bac. Après le bac, j'ai fait... En ramant, ou alors non, t'étais bien... Non, pas en ramant. Pas en ramant. En ramant sur le nombre de conseils de discipline, en ramant sur le nombre de sanctions. Ouais, là-dessus, ça a été compliqué. Mais pas sur les résultats scolaires, en fait. Les résultats scolaires, ça allait à peu près. Donc après le bac, j'ai fait une école de commerce. Ça passait, ou t'étais plutôt dans les meilleurs, ou t'étais à 12, quoi, histoire qu'on t'embête pas? Non, j'étais à 12, histoire qu'on m'embête pas. Alors moi, j'ai toujours été très Pareto. Alors un entrepreneur, il est Pareto aussi. Hein. Il fait les 80-20, donc il fait les 20% d'efforts qui t'amènent 80% du résultat. Donc ça ne sert strictement à rien d'aller chercher le 20 sur 20. 12 suffisait pour avoir le bac. Alors évidemment, si tu veux rentrer à Polytechnique, tu essayes d'aller chercher le 20 sur 20. Donc tu vas devoir faire 100% de l'effort. Mais ça te faisait pas rêver, j'imagine, Polytechnique? Non, ça me faisait pas rêver. Mais en fait, je savais pas ce qui me faisait rêver. Ouais. Oui, t'avais pas d'idée en troisième, quand la conseillère d'augmentation, la conseillère d'orientation. Lapsus révélateur, tu as besoin d'une augmentation. Ça, c'est parce que tu as reçu les charges et les impôts et les TVA à payer. Quand elle t'a demandé ce que tu voulais faire plus tard, t'as pas dit pompier ou tenir un blog ou non. Moi, j'ai dit, ouais, moi, ce que je veux faire, c'est devenir banquier et vendre des assurances. Non, quand un enfant, si tu veux, si tu lui demandes qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand, il te dira jamais je vais être banquier, il te dira jamais je vais être contrôleur de gestion, il te dira jamais ça, je veux remplir des cases dans Excel pour savoir si on n'a pas payé 3 biscottes de trop dans l'EHPAD machin. Donc non, tu vois, effectivement, c'est pompier, c'est gendarme, tu vas arrêter les méchants, tu vas être docteur pour sauver les gens, tu vas être vétérinaire pour sauver les animaux. Donc ça, tu as un certain nombre de métiers comme ça qui fait rêver. Et toi, tu étais paumé, ou tu avais déjà des rêves quand même d'astronaute? Non, j'avais strictement aucune idée. Ouais. Non, j'avais strictement aucune idée de... Si, je crois que ce qui me fascinait, c'était l'histoire et la politique, en fait. Voilà. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, finalement. Je fais un peu de politique. Alors, c'est de la politique économique, c'est de l'analyse de ce qui se passe, etc. Donc voilà. Mais d'aussi loin que je me souvienne, ce qui me fascinait, ce qui me passionnait, c'était effectivement l'histoire, la politique, l'économie, la compréhension du monde. L'interrogation sur comment marche le monde, comment ça fonctionne, pourquoi il se passe ça, pourquoi tout d'un coup on a... Là, tu as parlé, mais l'histoire, comment est enseignée l'histoire? 1515 Marignan, 732 Charles Martel. J'en ai aucun souvenir de mes cours d'histoire à l'école. Normal. J'en ai aucun souvenir. Richard, je crois que c'est normal. Dont je me souviens. Mais je ne sais pas ce qu'il racontait. Non, mais je crois que c'est normal. L'histoire est enseignée sur des dates. Ou alors, une succession de rois, Louis 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16. Après, pareil avec les Charles, 1, 2, 3, 4, 5. À la fin, tu sais plus quel Charles est avant quel Louis est après quel Charles. Puis de temps en temps, tu as un Louis-Philippe. Là, et des fois, ils sautent des numéros parce qu'il y a un gamin qui s'est fait buter dans l'opération. C'est ça. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bon. Donc, l'histoire, elle est enseignée comme ça, et tu ne vois pas, on ne t'apprend pas, on ne te montre pas qu'en fait, l'intérêt de l'histoire, c'est pas des dates. L'intérêt de l'histoire, c'est les liens entre les événements. La politique.
C'est la politique, c'est les liens entre les événements. Je te prends un exemple. Bon, c'est que dans le traité de Versailles, par exemple, tu vas avoir la genèse de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, si on t'apprend pas et si on t'explique pas que les décisions qui ont été prises au traité de Versailles amènent un certain nombre de difficultés économiques, d'hyperinflation sociale en Allemagne, qui après vont bon. Tu peux pas comprendre aujourd'hui, par exemple, l'aversion des Allemands pour l'inflation. Tu peux pas la comprendre en tant que citoyen européen, français, bon, peu importe comment tu vas te situer là-dedans, tu es souverainiste, nationaliste ou au contraire complètement européiste, etc. Peu importe. Mais si tu comprends pas ça, tu peux pas comprendre l'attitude de tes voisins allemands. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un des facteurs de succès de Zemmour, c'est que quand il parle de l'histoire à la télé, il en fait un sujet politique. Et il dit oui, mais en réalité, moi j'ai lu machin et je vous dis que ça s'est passé comme ça parce que un tel voulait foutre sur la gueule à un tel. Il remet de la vie en fait dans l'histoire qui est un peu poussiéreuse quand on nous l'apprend, quoi. Mais il te parle pas de l'histoire par des dates, des enjeux. Il te parle de l'histoire par les enjeux, par les conséquences et par les conséquences que l'histoire a aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui vient en réalité de très loin. Si aujourd'hui on parle de transition énergétique ou de relancée nucléaire ou ce genre de choses, c'est parce qu'il y a un jour, dans les années 50, il y en a, ils se disent tiens, on va faire des centrales nucléaires en France. Et on vit aujourd'hui d'électricité qui éclaire cette pièce, qui est globalement d'origine nucléaire, et ça a été conçu et fait dans les années 50 et 60, à l'époque du général de Gaulle. Et pour énormément de nos compatriotes, et notamment les plus jeunes, et même pour nous, déjà qui ne sommes plus si jeunes que ça, nous n'avons pas connu l'époque du général de Gaulle. Moi, je suis né après le général de Gaulle, j'ai 47 ans, et je vis de l'électricité nucléaire du général de Gaulle, et on vit avec des réacteurs nucléaires qui ont 50 ou 60 ans. Et l'histoire, c'est tout ça. Et l'histoire, elle a des conséquences jusque dans notre présent. Et ce que nous vivons, par exemple, avec Zemmour en parle, avec l'Algérie, le fait que on a besoin de discuter de cette histoire. Oui, l'Algérie, ça passionne beaucoup moins les Japonais, quoi. C'est pas une histoire pour les Japonais, mais c'est l'histoire de la France, de l'Algérie, de ces deux peuples qui ont été si proches, si loin, si déchirés. Ah, il y a une histoire, et cette histoire, on voit bien tous qu'elle résonne dans notre présent. L'Algérie, c'était il y a 50 ans. Mais elle résonne dans notre présent, très fortement. Donc, quand on comprend que l'histoire, c'est ça, on la voit différemment. Du coup, cette passion, tu l'as depuis tout petit. Moi, j'accrochais beaucoup avec les guignols de l'info à l'époque, et la première élection, c'était avec Balladur et Chirac. Manger des pommes. J'ai niqué Coulimol. Et du coup, tu arrives au bac, bon an, mal an, sans savoir trop ce que tu voulais faire dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe au bac quand on te dit allez, il faut remplir des dossiers pour aller à la fac? En fait, je vais pas à la fac, je vais dans une école de commerce. Parce que fallait bien faire quelque chose. Ouais, parce que fallait bien faire quelque chose. Et puis parce que peut-être plus concret. C'est-à-dire là, tu rentres dans une école de co. Moi, je rentre à l'ESCE, qui est l'école supérieure du commerce extérieur, très orientée internationale, avec des cours de géopolitique, avec des cours d'histoire, avec des cours de géographie. Mais avec des cours aussi très concrets de comment je remplis un bordereau en douane pour dédouaner une marchandise que je vais importer, exporter, etc. Donc voilà, c'est à la fois très concret, c'est des petits groupes finalement. Le fonctionnement d'une école de commerce, c'est même si tu as des regroupements d'amphi, etc., c'est plutôt un fonctionnement par classe. Donc t'es pas paumé, ça se fait bien. La et formation ça te plaît plus, plutôt... là du coup, t'accroches plus? Ouais, là j'accroche bien, parce que c'est concret. C'est concret. Tu fais de la compta, tu fais des langues, tu voyages, tu pars en semestre à l'étranger, tu fais tes dossiers pour obtenir ta bourse européenne. Bon, il y a un côté, c'est très chouette. La vie d'étudiant, là, elle est chouette. Et une fois qu'on t'a promis que tu gagnerais 20 000 francs par mois, une fois que tu sortirais de l'école parce que tu serais cadre, et parce que qu'on serait les meilleurs, t'allais être formé au management et machin, et qu'en fait t'as 23 ans, et que tu cherches du boulot, qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage entre les promesses et la réalité? Non, pas du tout. On est en 97.
Donc ça ne parlera qu'aux plus anciens, hein, mais en 97, c'est la crise. En fait, c'est la fin de la crise. Et justement, tu parlais de Balladur, des Guignols, Balladur, Chirac. Donc Chirac, il est élu en 95. Oui, 95. Mais c'est aussi. En 97, c'est Jospin qui arrive. Ouais, mais c'est aussi l'époque des jupettes. Oui. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, les baladurettes et les jupettes, c'était des primes qui étaient versées quand on achetait des voitures à l'époque, parce que c'était la récession, c'était la crise, et il y avait un vrai problème d'emploi. Bon, en 97, je sors diplômé en 97, et ma promo 1997, la moitié de ma promo va trouver du travail à l'étranger. C'est-à-dire qu'il n'y en a tellement pas en France que sur 200 gamins, tu en as plus d'une centaine qui se part à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, parce que beaucoup se disent, si je trouve pas de boulot en France, autant faire serveur au Royaume-Uni pendant 1 an ou 2. D'abord, je voyage, ensuite j'apprends l'anglais parfaitement, et puis quand je reviendrai, si un jour ça va mieux, on verra bien, mais au moins je parlerai anglais. Donc moi j'ai la moitié de ma promo qui part comme ça, et qui a vraiment des petits jobs. Donc on est très très loin des 20 000 francs promis. Oui, il y a un petit décalage entre les promesses de l'école de commerce en tout cas, il y a un énorme décalage, une énorme crise. Moi j'ai de la chance parce que je m'entends très très bien avec mon prof de géopolitique avec qui j'ai de très bonnes notes. Il était un peu contrariant aussi Non, mais bon, j'adorais ça en fait et je crois que ça se voyait. Elle voyait bien que j'avais un intérêt, une appétence particulière sur ces sujets-là. Et tu es quelqu'un qui travaillait de manière haut placée au Crédit du Nord. Et qui me fait rentrer pour mon stage de fin d'année au Crédit du Nord, où je vais accompagner, devenir l'assistant du grand chef qui coordonne le projet euro, puisque l'euro se profile en fait et les banques commencent à se préparer à la bascule, à tout transformer, le franc vers l'euro. Donc 99 pour les activités de marché, financières, etc. Puis après... ça les a fait un peu transpirer à l'époque parce qu'il y avait trois petites... Il y avait le bug de l'an 2000 qui faisait peur à l'époque et le passage à l'euro qui faisait frémir tout le monde. Donc là, moi, je commence à travailler comme ça. Après, je vais partir dans un grand groupe qui s'appelle Altran Technologies où je vais faire des missions de coordination, pareil, donc là sur des gros projets, mais plutôt en 2000 que des projets euros. Et puis après, je finirai par rentrer à la BNP, donc dans la banque, revenir dans la banque. En tant que banquier, chargé d'affaires professionnelles, donc je m'occupais des pros, des entreprises. Et un métier passionnant, fait dans un cadre étouffant. Donc un métier passionnant, mais cadre étouffant. Les clients sont passionnants. Les clients sont passionnants. Moi, j'ai tout appris de mes clients entrepreneurs. Parce que tu les invitais à boire un coup après, c'est ça Oui, alors c'était pas uniquement que je les invitais à boire un coup. C'est-à-dire tu vois leur bilan, tu comprends leur activité, tu leur donnes les crédits, tu les finances. Donc tout ça, ça nécessite de bien les connaître de toute façon, de bien appréhender leur travail, leur entreprise, le risque, les gains, les faiblesses, les forces, enfin voilà. Donc tu finances pas comme ça une entreprise. C'est très 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 technique comme analyse. Et donc quand tu rentres dans autant de business, dans autant d'entreprises que tu as de clients, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement enrichissant, tu vois beaucoup de choses, tu vois ceux qui réussissent et ceux qui ratent, tu en tires un certain nombre de leçons, de statistiques. Moi, j'analysais ça, c'est-à-dire que, mais là, c'était pas tant à titre de banquier qu'à titre personnel, où je tenais mes statistiques du nombre de dépôts de bilan, des raisons, des causes, est-ce que c'était prévisible, pas prévisible, est-ce que j'avais pu l'anticiper en tant que banquier, pas l'anticiper, est-ce que c'était inéluctable ou pas inéluctable, quelles auraient pu être les mesures pour l'éviter ou pas. Et le jour où tu deviens entrepreneur, moi je peux dire, j'ai eu une formation remarquable, parce que la banque m'a formé de manière remarquable, parce que j'ai vu en fait, en tant que client, des centaines d'entreprises. Et parmi ces centaines d'entreprises, j'en ai vu
quelques-unes réussir de manière brillantissime. Et ça se compte sur les doigts des deux mains. J'en ai vu un certain nombre très bien réussir, par centaines. Voilà. Mais une société qui fait 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour moi, elle est réussie bien. Hein. Mais c'est pas brillantissime. Le brillantissime, c'est quand tu finis par une introduction en bourse, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, où potentiellement tu t'envoles vers des centaines de millions d'euros et peut-être un jour vers le statut de licorne et le milliard, etc. Bon. Donc voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Sur des sociétés qui réussissent bien, il y en a plein. Et puis il y en a aussi à peu près autant qui réussissent pas du tout et qui s'effondrent. Et c'est très intéressant de voir le point commun entre toutes celles qui s'effondrent. Alors, du coup, alors très classique, très très classique. La première raison, c'est de la mauvaise gestion. Confondre la trésorerie avec le résultat. Ouais, alors ça, ça peut paraître vraiment la porte ouverte, mais c'est la clé. Je commence par m'acheter mon Range Rover dernier modèle à 60 000 et j'oublie que l'année prochaine, faudra que je paye mon RSI sur le chiffre d'affaires de l'année d'avant et que si j'ai un petit trou d'air à ce moment-là, eh bien, c'est cuit. Donc ce que tu constates, c'est extrêmement simple entre les sociétés qui se plantent et les sociétés qui réussissent. La société qui se plante court tout le temps après la trésorerie. La société qui réussit a toujours de la trésorerie et ne court jamais après la trésorerie. Donc là, si tu as un élément clé, c'est celui-là. Une société doit être ultra capitalisée. Et je vais te dire, une société bien gérée, elle a 2 ans de chiffre d'affaires devant elle. Et donc là, si tu as 2 ans de chiffre d'affaires devant toi, si tu as 2 ans de salaire que tu peux te verser, tu peux affronter quasiment n'importe quelle crise. Tu peux affronter quasiment n'importe quelle situation. Ça te laisse le temps, si jamais à un moment donné, ton business est directement attaqué, par exemple, par une mesure législative. Une crise de Covid. Ou une crise de Covid. Ou, une connerie comme ça. Voilà. Si tu as de la trésorerie devant toi parce que tu roules en Dacia et tu roules pas en Range Rover, mais je préfère le Range Rover à la Dacia, c'est vachement plus beau, vraiment. C'est pas le même prix au kilomètre. C'est pas le même prix au kilomètre, ouais, t'as pas le même PRK et le même prix de revient kilométrique, mais surtout, tu peux rouler en Range Rover quand tu en es à ta 10e année d'exercice et que tu as 3 ans de trésorerie devant toi. Tu ne vas pas mettre en danger ton entreprise et là tu peux le faire. Le problème, c'est quand les gens le font trop tôt dans leur cycle de développement. Voilà, donc ça je crois que c'est la clé. Elle est vraiment dans cette notion de trésorerie. Tu ne dois pas courir avec la trésorerie. Donc quand tu as un projet d'entreprise, ta stratégie, elle doit être basée sur comment je fais pour dès le départ être en trésorerie positive, ne jamais courir après la trésorerie et me capitaliser. Voilà. Et ça, c'est une vraie réflexion à avoir dès le départ. Moi, quand je me suis lancé, j'ai eu la chance de me faire virer de là où j'étais avant et donc d'avoir Pôle emploi pendant 3 ans. Et donc pendant 3 ans, moi, j'ai pas pris la soulte. Pour ceux qui lancent une entreprise en France, c'est un système un peu particulier quand vous êtes au chômage. Il y a des super aides. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'ACRE. Enfin, moi, à l'époque, c'était l'ACRE ou l'ARS. D'ailleurs, ça va peut-être déjà changé. Ça va peut-être être l'ARS, A-R-C-E. Enfin bon, vous regarderez aide Pôle emploi, ceux que ça intéresse. Soit on a une paye tous les mois, soit on prend 40% voilà, de la somme. C'est ça. Tout de et donc, suite, moi, j'ai pas pris la somme. J'ai pris la paye tous les mois. Et pour avoir cette paye tous les mois, vous avez interdiction à vous verser le moindre salaire. Donc, je ne me suis pas versé de salaire pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai vécu avec les ACDIC et le salaire de ma femme. Voilà. Et ça nous a permis, en fait, de capitaliser, de mettre une trésorerie qui, après, permet de gérer les aléas et d'être serein, en fait. Surtout que pendant les creux, quand ça va mal dans l'activité, souvent, c'est peut-être là que c'est pas forcément bête de faire des achats, quoi. Quand on a de la trésor en période de crise, cash is king, quoi. Je reviens de la Turquie, les mecs, quand la monnaie s'effondre, celui qui a des dollars,
il fait des affaires de fou, quoi. Prends la crise Covid. La crise Covid, j'ai un copain qui est ici entrepreneur. Alors, il est entrepreneur et il est agriculteur. D'accord, mais c'est pas un petit agriculteur, il a une belle exploitation, c'est une vraie entreprise avec des vraies problématiques d'achat, etc. Et donc, souviens-toi, quand il y a le Covid, je l'appelle, je dis, pétrole, il va baisser. Parce que lui, dans son exploitation, c'est il consomme un max de pétrole. 100 000, 200 000 litres de gasoil par an. Donc, quand tu prends 100 000 ou 200 000 litres de gasoil par an à 1 euro le litre, on parle de 100 000 ou 200 000 euros. C'est énorme la somme. Bon. Et là, les prix s'effondrent du pétrole. Souviens-toi, ils deviennent même négatifs. Alors, à la pompe ici, on n'était pas négatifs. et on n'était pas payé pour remplir nos cuves. Mais enfin, il va acheter... Je crois qu'en crise du Covid, moi, je le prenais à 75 centimes le litre de gasoil. C'est super bas. Et alors, en plus, le truc agricole est un peu plus détaxé, donc c'était encore moins cher. Et donc là, il va même aller acheter une cuve d'avance, il va acheter une deuxième cuve de 100 000 litres et il va acheter 200 000. Il avait une cuve lui-même de 100 000. Mais ça se garde bien? Ouais, ça se garde bien. Ouais, ça se garde bien. Il n'est pas obligé de le filtrer après? Non, mais après, il l'exploite, lui, donc il consomme. Hein, enfin, je veux dire, mais simplement, il va acheter à ce moment-là, parce qu'il a la trésorerie, parce qu'il ne s'est pas payé le dernier 4x4 Range Rover à 150 000 euros, il va pouvoir acheter 200 000 litres de gasoil qui vont globalement faire sa consommation annuelle, sauf qu'il va les payer à 50 centimes, alors qu'avant, il payait 80 centimes. Donc, le gain, il est considérable en fait. Et donc là, il vient de gagner son salaire annuel en faisant ça. Et donc là, tu as deux stratégies possibles. Soit tu prends cette économie-là, ce gain supplémentaire de marge dans ton entreprise, donc, je sais pas, on va dire 40, 50, 60 000 euros. Donc soit tu te le prends et tu vas faire la bamboche avenue Montaigne, soit tu le mets encore de côté et tu vas à nouveau le réinvestir. Et ça, c'est ce que fait Amazon depuis 30 ans. Ils ne sont jamais payés de dividendes. Si vous voulez de l'argent, vous n'avez qu'à vendre des actions. On est d'accord. Donc, ils n'ont jamais payé de dividendes parce qu'à chaque fois qu'ils ont gagné des sous, ils ont réinvesti. Et tu vois où se trouve Amazon 20, 25 ou 30 ans après. Voilà, on peut parler après des problèmes que ça pose. Ça, c'est autre chose, en termes de monopole, etc. Mais en termes de succès de business, c'est quand même remarquable. C'est remarquable. Et le succès, il est dans l'effet cumulé du réinvestissement. Tu sais, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis ou le CAC 40 dividendes distribués. Total return. Voilà, et ben c'est exactement ça. Donc appliqué à Amazon avec un nouveau business, un nouveau donc un truc fabuleux, parce que tu as aussi les intérêts et les effets cumulés du réinvestissement systématique. Comment t'es passé de étudiant biberonné dans une famille où l'entrepreneur c'est un extraterrestre, donc t'avais quand même ça te formate intellectuellement quand tu grandis dans une famille où l'entrepreneur c'est un truc on sait pas trop comment ça marche, c'est même un peu suspect parce que on se demande comment il s'en sort. Je me lance. Qu'est-ce qui a fait le déclic, le passage où tu t'es dit mais en fait c'est vachement bien, j'ai envie de faire aussi. Alors comment tu vois, parce que même école de commerce quand on rentre au début c'est théorique, mais t'es pas en train de monter ta boîte et chercher des clients quoi. Tu vois bien la différence, je pense. Je vois bien la différence. Et je vais même aller plus loin. Quand t'es élevé dans une famille de profs, l'argent c'est sale. Et puis t'es un peu handicapé. Ça va même plus loin. L'argent c'est très sale. Donc la notion même de gagner de l'argent, c'est encore plus suspect que d'être entrepreneur. Tu vois, c'est-à-dire que gagner toi-même ton propre argent. Et donc quand tu es indépendant, en fait, gagner de l'argent, c'est important. Pas dans le sens où tu aimes plus l'argent que la moyenne, c'est pas ça. Mais sinon tu meurs. Sinon tu meurs. C'est que t'as pas le choix en fait. C'est que c'est pas l'État qui va te faire ta fiche de paye à la fin en disant t'es prof, point d'indice numéro tant, hors classe ou dans ta classe, donc en fonction de l'âge du capitaine, 2352 € net quoi, parce que t'es à 6 mois de la retraite et que je te mets hors classe à 6 mois pour que tu puisses avoir une meilleure pension, blablabla. Ça marche pas comme ça. Donc si tu rentres pas dessous, si tu fais pas d'argent, t'as rien à la fin du mois quand t'es indépendant. Donc évidemment, faire de l'argent
devient une préoccupation. C'est pas la préoccupation majeure, parce qu'encore une fois, je crois qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on veut apporter et avoir sa raison d'être. Et c'est une fois qu'on a sa raison d'être que l'argent en découle, et pas l'inverse. Comment t'as tourné de cerveau en disant, allez, l'argent c'est pas sale, et puis en fait, une fiche de paye c'est chiant, et un patron c'est chiant, alors du coup, Non, en fait, le patron c'est chiant, ça je l'ai compris très vite. D'accord, donc ça, à 20 ans, je savais déjà qu'un prof était chiant. Enfin, en fait, ça, je le savais déjà à 10 ans. Qu'une maîtresse, c'était pas forcément sympa. À 12 ans, au collège, je savais que les profs pouvaient être vraiment odieux. À 20 ans, je savais qu'un patron, c'était insupportable. Et donc après, c'est un cheminement. Voilà, c'est un cheminement. C'est-à-dire, moi, je suis un vieil entrepreneur, moi. Moi, j'entreprends âgé, j'entreprends vieux. Hein. Je me mets à mon compte, je dois avoir... 2008, 2009 Ouais, c'est ça, j'ai quoi? C'est le contrarien matin à la suite, quoi. C'est ça. C'est là où je t'ai connu, c'est quand tu rédigeais le contrarien matin, puis c'est arrivé dans mes mails, je sais pas comment, et du coup, j'ai commencé à lire, et je t'ai vu chez Au Coffre. C'est ça. Et moi, après, à un moment, t'as dit, je me casse. Mais à cette époque-là, je suis salarié. Ouais. Hein, et c'est là où tu te casses pour faire Insolentiae. C'est ça. Et là, je me dis, tiens, comment... Et ben, celui qui, bon, on se fâche gentiment avec le patron d'Au Coffre, donc on se fait une rupture conventionnelle, voilà, truc classique, on n'allait pas s'y triper, donc on se sépare bons amis. Et finalement, le meilleur service que mon ancien patron me rend, c'est celui-là en fait. Donc s'il y en a un que je peux remercier, c'est le patron, bien sûr, c'est Jean-François, le patron d'Au Coffre. À un moment donné, bon, on n'est pas d'accord, tout ça, ça arrive. Oui, parce que toi, tu voulais vraiment faire de la géopolitique, machin, moi, comme tu fais. Je voulais avoir et puis lui, il voulait vendre de l'or. Moi, je voulais ma ligne éditoriale. L'or, ça m'allait bien. Les diamants, ça me gonflait plus. Bon, bref, mais c'est du. Mais lui, il voulait vendre de l'or. Ouais, il voulait vendre ses produits. À un moment donné, il veut vendre des diamants et bon, moi, je suis pas fan des diamants. On va pas être clair. Les diamants, c'est un marché de mafieux. C'est un truc fabriqué, il n'y a pas de rareté sur le diamant. Même sans ça, pour moi, c'est pas un outil patrimonial. Voilà. Oui, voilà, donc moi, j'adore les diamants, les beaux bijoux. Tu sais très bien comment ils sont faits, les prix des diamants. C'est un marché contrôlé qui est tenu par deux familles. On est d'accord. Où les mecs, ils s'arrangent, ils mettent le prix, mais des diamants, il y en a plein le seul. Et on sait même en fabriquer des pareils que madame, elle verra jamais la différence. Ouais, même moi non plus. Et moi non plus. Il faut y aller avec des conneries. Et encore, faut y aller quasiment avec des microscopes et des spectromètres pour être capable de dire celui-là, il a été fait avec. Je dis pas que ça n'a pas de valeur, mais fondamentalement, c'est une arnaque. Enfin, par construction, ça... J'utiliserai pas le mot arnaque. Ouais. Je n'utiliserai pas le mot arnaque. En tout cas, pour moi, c'était pas, par exemple, un outil patrimonial. Donc, voilà, c'est la façon plus polie de le dire. Ce n'est pas un outil patrimonial. Voilà. Alors, l'or, l'argent, pour moi, ça, c'est des outils patrimoniaux. Ça existe depuis 6000 ans. Il y a une rareté, ça a fait ses preuves, on connaît. C'est surtout que chaque pièce est identique. Hein, donc, quand tu as une pièce de 10 grammes d'or, toutes les pièces de 10 grammes d'or, elles valent 10 fois la valeur du gramme d'or, ce qui n'est pas le cas pour un diamant, en fait. Voilà. Donc, et puis, le diamant, ça dépend par qui il a été taillé. Comment il est taillé, par qui il a été taillé, quelle est sa couleur, quel est machin. C'est le truc à redire d'expert. Que ce soit du diamant, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est juste, avec tous les critères, on voit bien que la matière première... La valeur, pour moi, elle est beaucoup plus difficile à établir, elle est beaucoup moins binaire, elle est beaucoup moins systématique, alors que l'or, bon, le kilo, ça vaut 50 000, ça veut dire que le gramme, ça vaut 50. En fait, c'est des œuvres d'art, les diamants, tout simplement. Ouais, et les diamants, c'est des œuvres d'art. Alors, ça, j'aime bien la comparaison. C'est des œuvres d'art. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque en disant les diamants, c'est rare, c'est éternel. Mon œil, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. C'est ça. Donc, effectivement, ça se comporte comme une œuvre d'art. Voilà. Avec tous les aléas de valorisation que tu peux avoir. Et donc, pour moi, voilà. Donc, bref. Donc, ça, plus plein de petites pétouilles. Oui, puis toi, t'étais bien politisé déjà. Tu voulais en mettre plein la tête. Et du coup, ça devait faire marrer tous les jours. Non, mais attends, lui, c'est un patron de boîte qui, comme tu dis, veut vendre de l'or. Il veut pas forcément avoir des scandales politiques ou Macron, salaud. Ouais, voilà. Non, mais, bon, tu vois. Donc lui, non, allez-y mollo. Donc bon, bref. Donc tu prends plein de petits trucs. Et puis on se dit bon bah là c'est pas possible quoi. On peut pas continuer comme ça. Donc il me dit bah écoutez, ça serait bien que vous que vous alliez voir ailleurs si j'y suis pas. Et c'est le meilleur service qu'il me rend là, Jean-François. Il me force finalement à décider là, et ben je fais quoi? J'ai fait de la banque, j'ai 15 ans ou 20 ans d'expérience.
Je sais très bien que le salariat, ça me gonfle. Voilà. Puis, voilà, je m'éclate en faisant le contrarien. En fait, c'est ça que j'aime faire. Donc, je vais le faire à mon compte. Voilà. Et c'est comme ça que je crée INSO. Et c'est comme ça que je me lance. Mais en fait, avant... Et ta femme, elle en pense quoi, là? Parce que toujours, quand tu te lances, en fait, à la base, t'es salarié, cadre, enfin, plutôt bien payé, parce qu'après 15 ans de banque et tout, ça devait aller... voilà, il y avait un train de vie. Il y a des amis aussi qui disent, Charles, c'est le banquier, c'est l'éditorialiste de machin. Et puis là, tu te dis, allez, je vais m'ouvrir un petit grenier, là, et puis je sors plus de mon grenier, et puis les revenus, Inch'Allah. Je suis aux acédiques, ma chérie. C'est ça. Non, mais bon, moi, alors, mais tu as raison de poser la question. Moi, j'ai une femme qui est adorable. Voilà, donc j'ai une femme qui est adorable, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours... j'espère inversement d'ailleurs. Donc, quand je lui dis, voilà, je vais faire mon truc. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je pars de la banque quand même à un moment donné. Hein, je quitte la BNP avant de rentrer chez Aucoffre. Et donc, il n'y a pas de difficulté de Aucoffre à Insolentiae, donc du contrarien à Insolentiae, ça se fait bien. Là où c'est plus compliqué, le passage, c'est de dire, je quitte la banque. Ah oui. Je quitte la banque, je quitte le confort de la banque, je quitte le salaire de la banque, je quitte les RTT de la banque, je quitte le 13e, le 14e, le 15e, le 16e mois de la banque. 16e mois, il y a... Bah oui, enfin quand tu prends intéressement, participation, tu veux, quand tu alignes tous les avantages, c'est pas qu'on te verse 16 mois, mais... et tu quittes le statut social, et tu quittes le statut social du t'es salarié, t'es banquier, tu cotises pour ta retraite complémentaire, retraite surcomplémentaire, tu vois, bon. Et donc, PE, PERCO, machin, t'as la complète, quoi, super mutuelle, machin, etc. Et puis, là, tu dis, non, mais là, j'en peux plus, en fait, il me gonfle, donc là, maintenant, on s'en va, quoi. Et là, ta femme, elle te dit, non, mais là, t'as prévu quoi derrière? Et là, tu dis, rien. Ah oui, t'es parti sans avoir... rien, mais là, j'arrête. T'es parti avant d'avoir trouvé Aucoffre, quoi. T'étais parti comme ça... Pendant que j'étais banquier, en fait, j'écrivais des articles. J'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que j'en pouvais plus à la banque, et donc par psychothérapie, si tu veux, pour éviter de passer par la fenêtre ma hiérarchie, j'écrivais des articles. Et donc à l'époque, c'était Rue 89, et Rue 89 me publiait. Et on était en pleine crise financière, 2007, 2008, 2009, etc. Et donc je chroniquais en tant que banquier à la BNP, et je croquais un certain nombre de choses sur la crise financière. Et Rue 89 me publiait. Et d'ailleurs, le rédac chef m'avait écrit en disant, non, mais attendez, vous êtes sûr, vous voulez pas que je mette un pseudo, un machin, un truc? Non, je signe avec mon nom. Je m'appelle pas Céline, je m'appelle Charles. Voilà. Et j'assume, voilà, je me cache pas. Et finalement, j'ai publié comme ça pendant 3-4 ans. Ah oui. Et le patron d'Aucoffre fait ma connaissance en fait comme ça. C'est comme ça qu'il apprend. Lui, il crée en 2009. Moi, j'écris déjà. C'est un vrai entrepreneur, Jean-François. Ouais, c'est pas un administrateur, un machin. Il a monté sa boîte. Il est parti de zéro. Bon, lui, pareil, c'est un entrepreneur un peu entre guillemets vieux. Hein. Quand il monte Aucoffre, etc. C'est pas un gamin, c'est pas un ado, c'est pas un petit jeune de 25 ans qui est geek dans son coin. Pas du tout. Enfin, c'est un homme de 35-40 ans qui monte sa boîte et qui part. Il n'y a pas une pièce d'or, quoi. Voilà. Hein, donc il part vendre la première pièce d'or, la deuxième, la troisième, et il y va avec les dents, etc. Donc c'est un vrai entrepreneur avec une vraie réussite sur les années. Quand tu regardes Vera Cash, etc. Enfin, voilà, c'est une. Il fait du volume, il a embauché du monde, c'est des volumes importants. Tu as des salariés, fait travailler des gens. Enfin, voilà, c'est pas rien, quoi. Bon. Et j'ai un vrai succès, quoi. Et quand je quitte la BNP, on est en contact pendant que je suis banquier, et un jour, il me dit, si un jour vous quittez la BNP, vous m'appelez. Voilà. Et donc, quand je quitte la BNP, ma femme me dit, bon, tu vas faire quoi? Bon, écoute, je vais commencer par faire un peu de vacation. Hein. Donc, j'envoie mes CV pour donner des cours d'éco.
Donc là, très rapidement, en fait, je quitte la BNP, Ouais, t'as fait des cours à un moment. Ouais, mais je te dis n'importe quoi, mais le 1er juillet, je quitte la BNP, je prends 2 mois de vacances, et puis le 1er septembre, j'ai 20 heures de cours en vacation dans plusieurs écoles, etc., en prof d'éco. Donc je commence comme ça. Donc déjà, il n'y a pas de... J'ai finalement... Pas de chômage au sens... pas de chômage au sens, c'est grave. J'ai rien à faire de mes journées. J'ai rien à faire de mes journées et je peux pas faire bouillir la marmite. Tout en sachant que le problème, c'est surtout j'ai rien à faire de mes journées parce que je suis pas du genre à rien faire de ma journée. Donc voilà. Et j'appelle Jean-François Faure. Il dit, en fait, vous m'aviez dit un jour, si jamais je quittais la banque, que je vous appelle. Il me dit, c'est bien, bon. Et puis on s'est rencontrés, et puis sur ligne aiguille, c'est comme ça qu'on en est arrivé à la création du Contrarien. Et c'était qui le gars qui fumait le cigare sur l'image? Il y avait une image du Contrarien un matin, c'était un mec avec un cigare dans la bouche en dessin. Ah, je sais plus qui fait ce dessin. Non, mais qui c'est le dessin? C'est qui la tête de qui? C'est pas la tête de Jean-François, je crois. Ah non. Ah non, je crois pas. Non, mais je savais pas. Non, je me souviens même plus. Qui c'était. Non, mais je sais même plus quelle est l'histoire de ce dessin. Je ne sais même plus qui fait ce dessin. De mémoire comme ça, je crois que c'est un des associés d'Aucoffre historique qui s'amuse à faire un dessin et qu'on reprend un peu comme... Histoire de donner le ton. Ouais, comme logo, voilà. Mais je crois que ça tient à peu près à ça. D'accord. Mais je me souviens même plus trop, mais je crois que c'est ça. Et là, du coup, ouais, tu vois, oui, après, en fait, c'est la transition. Tu dis ce que je fais pour lui, je le fais pour moi. C'est ça. Mais en fait, le gros choc, la grosse transition, c'est partir de la banque. Parce qu'il y a un statut social, quoi. C'est là où tu casses C'est là où tu casses l'image et tu casses le mythe, quoi. Et là, tu te dis, j'ai des amis qui s'en vont. Non, j'ai pas d'amis qui s'en vont. Mes amis m'ont toujours pris pour ce que j'étais, c'est-à-dire un peu un uluberlu. Donc non, j'ai pas d'amis qui s'en vont. Ah, t'as pas eu cette rupture sociale parce qu'il y en a qui l'ont vécu. Ouais, il y en a qui la vivent. Ouais. Non, moi c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. J'ai pas de rupture sociale. Et au niveau de la famille, ça se passe bien parce que tu rebondis vite et du coup, bon, ça temporise bien, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas donc pareil. Et tu l'as vécu en douceur comme ça ou c'est avec le recul et sur le moment tu disais Non, honnêtement, j'ai aucun stress financier. D'abord parce que ce que je te disais sur la trésorerie positive, c'est quelque chose qui nous vient de très loin. Ma femme, elle n'est pas issue d'un milieu pareil avec des grosses fortunes personnelles. Nous, on se met ensemble à 25 ans. Et on a toujours été hyper économe, en fait. Donc, on n'a jamais dépensé beaucoup d'argent, en fait. Donc, on a toujours mis de côté. Le camping-car et les pièces d'or. Ouais, mais on a toujours mis de côté. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité... quand on a eu des aléas, on était beaucoup plus stressé que ça n'était grave en fait. Oui. Tu vois, et donc avec le recul, je dirais que ce qui a été le plus stressant, c'était quand on était jeune et qu'on n'avait pas tellement idée de combien allait coûter le chauffage, est-ce qu'on pouvait se payer le fait d'allumer le radiateur ou pas. Tu vois, quand on était jeune en fait et qu'on ne savait pas, on a eu des comportements, je me souviens, on n'osait pas allumer le chauffage de peur de ne pas être capable de payer la facture, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas. On aurait pu tout à fait payer la facture d'électricité, mais on était inquiet à l'idée de ne pas pouvoir le faire en fait. Donc ce qui fait que comme on a toujours eu une vision très prudente, on a toujours pu changer la roue de la voiture quand elle avait un problème, changer le lave-vaisselle quand il avait un problème, parce que on maîtrisait vraiment nos dépenses. Ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais eu de stress financier réel. Et ton business model, quand tu te lances, tu as déjà un business model en tête ou alors tu te dis je vais écrire des articles et ça va bien se passer? Alors, tu veux que je te donne... je vais te répondre en te racontant mon entrevue avec celui qui sera mon comptable, quoi. Donc mon comptable, celui qui va devenir mon comptable me voit arriver et dit bon, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Je voulais faire ça. Il me regarde, vous allez gagner de l'argent comment?
En écrivant, tu dis, je vais écrire des articles Donc, tous les jours qui commentent l'actualité. Articles, voilà, c'est bien. Enfin, vous savez qu'il y a des journaux qui font déjà ça. Donc déjà, tu vois, le gars, il te regarde. Tu dis, je sais pas, il y a les Échos, il y a Le Monde, il y a le Figaro. Pourquoi toi, quoi? Ah non, mais parce que moi, je sais, ça va marcher. Bon, d'accord, si tu veux. Parce que tu avais déjà ta base de lecteurs aussi. Tu es parti avec. Donc, tu avais combien de gens? Tu avais combien de mails? Ah, moi, je suis parti sans mail, hein. Ah, il t'a pas donné la base Non, je suis parti sans la base. D'accord. Donc ce sont les gens qui m'ont retrouvé. La base, c'est clair, c'était sa propriété. Enfin, et c'était combien de personnes à l'époque je crois qu'on avait 25 000 abonnés au Contrarian Matin, donc c'était quand même pas mal. Bah oui. Et puis tu signais avec ton nom, donc tout le monde savait. Mais c'est et puis tu avais annoncé aussi en disant je crée. C'est ça, voilà, c'est ça où il a été clean, si tu veux. C'est que quand je suis parti, j'ai dit, voilà, vous pourrez me retrouver sur le site insolentiae.com. Bon, et puis les gens, ceux qui voulaient venir sont venus. Et donc c'est comme ça que je suis parti. Donc ça, tout de suite, ça a pris fort. Quoi. Tout de suite, si tu veux. Alors pris fort, non, parce que tu as quand même de la déperdition. Hein. Ouais. Tu as quand même de la déperdition. Tu as pu la mesurer, cette déperdition, en pourcentage? Ah bah oui. En vue par jour, enfin en vue par lettre. Ouais, si tu veux. Alors c'est pas en vue par jour, c'est plus en. Si tu veux, il y avait 25 000 abonnés sur le Contrarian. En gros, à la fin du premier mois, j'ai 5 000 abonnés sur Insolentiae. Ah oui, donc une bonne. Donc, si tu veux, je perds 20 000 lecteurs. Donc là, il y a une petite goutte de sueur dans la transition, quoi. Hein. Il y a une petite goutte de sueur qui pointe, quoi. Non. 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 Non, il n'y a pas de, goutte Quand il y a 80% sueur. en moins de lecteurs, ça t'inquiète pas. C'est on va sortir les rames, et puis on va ramer, on va faire du mieux qu'on peut, on va travailler avec cœur et générosité, et puis les gens vont revenir, quoi. Voilà, faut leur laisser le temps de te retrouver, de revenir, de reprendre des habitudes, bon. Et puis ça va se faire, en fait. Ça va se faire, mais c'est pas fulgurant. Le trafic aujourd'hui, c'est quoi? Le trafic aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu as le trafic direct et indirect. Le trafic direct, c'est ceux qui viennent lire mes articles sur mon site, et puis le trafic indirect, c'est tous ceux qui lisent mes articles sur les sites des autres, puisque mes articles sont en presse libre. Donc tout le monde a le droit de les reprendre, en fait. Donc c'est repris. Donc c'est beaucoup repris, ouais. C'est beaucoup repris. C'est repris par d'autres grosses. Par exemple, Économie Matin, qui est un site important, ils reprennent mes articles tous les jours. Business Bourse reprend mes articles tous les jours. Enfin voilà, donc il y a plein de sites qui peuvent reprendre les articles s'ils le souhaitent. C'est gratuit, il faut juste dire d'où ça vient, pas altérer. Enfin voilà, c'est ça vient de là, machin. Mais tout le monde peut reproduire les articles. Et donc en visiteur unique, ça. En visiteur unique, ça fait à peu près 500 000 visiteurs uniques par mois. Par mois. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. Ouais, c'est chouette. Et, et justement, alors comment tu te dis, bon, maintenant, il faut peut-être que je gagne de l'argent avec ça? Et donc, mon comptable lui dit, comment vous allez gagner de l'argent avec ça? Je dis, alors, je vais faire un bouton don. Ah ouais, t'es parti sur les dons comme ça? Je suis parti sur les dons. Ouais, en freestyle. Vas-y, dis-le. En freestyle, on fait un bouton don. Et puis après, je vais faire un. Et là, il te dit OK. C'est exactement ça. OK. Ça va bien se passer cette affaire. Moi, j'ai rien de donné. Vous payez en avance, hein. C'est exactement ça. Alors, mes honoraires. Après, je lui dis, je vais faire des dossiers, quelque chose de payant, quoi. Un abonnement. Il me fait très bien. Et puis après, je vais faire de la pub. Ah ouais. Il fait très bien. Coûte cher. Très bien. Et mais pour faire de la pub, il faut avoir du trafic. Oui. Et donc, vous avez combien? Je sais pas. J'ai pas encore lancé le site. Très bien. Très bien. C'est marrant cette naïveté chez les entrepreneurs qu'on retrouve partout quand tu te lances, quoi. Où tu te dis, mais ça va marcher comment ton truc? Je sais pas trop, mais je le sens bien. mais Richard, je crois qu'à la fin, ça se résume à ça. C'est-à-dire que si j'avais écouté tous les bons copains, si j'avais écouté mon expert comptable, si j'avais écouté la famille, tu ne te lances jamais. D'accord? C'est-à-dire que le premier truc qu'on te dit, c'est un site d'information gratuit. Tu crois que tu vas gagner ta vie avec un site d'information
économique gratuit. Bah écoute, je comprends pas. Et puis en plus, il y en a plein, qui sont en plus déjà gratuits, ça marchera jamais. Et donc c'est ça qu'on te dit en fait. Hein. On te dit ça marchera jamais. Toi, tu sais que tu as fait le contrarien, tu sais que tu es parti de 0 lecteur, que tu es monté à 25 000 en 2 ans, et tu te dis il y a un truc à faire. Tu sens qu'il y a un truc à faire. Mais après, en fait, tu sais pas très bien comment tu vas le faire. Ah, mais c'est vraiment cette intuition, on la retrouve aussi beaucoup chez les entrepreneurs, c'est de dire je sais pas trop, mais là il y a un fil. Et si je tire le fil, peut-être que. Oui. Voilà. Et ce que tu vas retrouver, c'est que ton modèle économique de départ ou celui que tu pressens, en fait, c'est pas du tout celui à l'arrivée. Ça va pas être du tout ça. Et moi, finalement, aujourd'hui, je gagne ma vie comment ? Je gagne ma vie avec mes petits abonnements, effectivement payants, de lettres, d'analyse et de conseils. Je gagne ma vie avec mes petites vidéos YouTube. Je gagne ma vie avec des piges et des articles que j'écris pour d'autres en faisant je sais pas, on peut plus dire ce mot. Le nègre. Ouais, mais non, on doit plus avoir. L'homme de couleur. On doit plus avoir. Le prêt-plume, je crois. Le prêt-plume. Comment ils disent les Anglais là le ghostwriter. Ah, ghostwriter. Voilà, donc l'écrivain fantôme. L'écriveur fantôme. Ouais, j'ai réussi. Et t'as vu, j'ai réussi à pas dire le mot interdit. Et donc, je gagne ma vie comme ça aujourd'hui. Ah, tu fais ça pour des bien gens. Bien sûr, je gagne. Et ça marche bien, ça. Bah, ça marche très bien. Ah ouais. Ouais. Et c'est des articles ou c'est des livres? Non, enfin c'est un peu de tout, mais il y a plein de gens, ils écrivent pas leurs trucs. Bon, t'écris pas pour des parlementaires, je pense. Je dirais rien. Je dirais rien. Mais voilà, donc finalement Et t'as le temps pour ça, parce que pour moi c'est un truc consommateur de temps, ça. Ouais, c'est très consommateur de temps. Parce que tu t'ennuies pas à faire de l'actualité tous les jours, déjà le temps. Ouais, mais j'ai une très grande facilité à écrire parce que j'aime écrire. Et que je sais ce que je vais dire. Mais en revanche, me demande pas d'écrire sur les rouges à lèvres. Ah oui, bah ça. Non mais il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que je peux écrire ce que j'écris quand c'est dans mon domaine de compétence et dans mes sujets. Donc si tu me demandes d'écrire sur la banque, sur l'assurance, sur l'économie, sur les taux d'intérêt... Ouais, ça glisse tout seul sur le clavier. Quoi. Bon, je sais, je connais très bien mes sujets. Si tu me demandes d'écrire sur les dernières voitures, sur le rouge à lèvres, L'Oréal, machin truc, on a des influenceuses vachement mieux placées que moi et vachement plus compétentes pour écrire là-dessus. Je suis incapable d'écrire. Beaucoup plus compétentes. Beaucoup plus compétentes. Absolument. Ouais, d'accord, donc ça, tu as une activité comme ça, les revenus publicitaires de YouTube qui sont pas... c'est petit haut, hein. Tu connais, hein. C'est pas des... Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il paraît que dans les conditions de YouTube, on n'a pas le droit d'en parler. Mais je crois que j'ai pas lu ce paragraphe. J'ai pas vu. Puis attends, il y a des vidéos où ils te disent, alors c'est des coûts par 1000 pubs vues, machin, etc. 1000 vues, donc, 1000 vues, t'es à 1 euro, à 1,50 € ou ce genre de choses. Les 1000 vues, bon voilà. Alors si tu veux sur YouTube, tu te fais un RSA quoi. Moi j'ai regardé entre grand angle éco et grand angle crypto. Éco, ça tourne entre 1,50 € et 3 € en fonction des périodes de l'année. Ouais, c'est ça. Avant Noël, c'est plus. Tout à fait. Pour 1000 vues. Et puis il y a aussi en fonction des sujets. Ouais. Il y a des sujets, je peux remarquer, tu es mieux payé par l'algorithme que d'autres sujets. Et puis crypto, c'est 2 fois plus à peu près. D'accord, ouais, il faut que je fasse des vidéos sur la crypto. Alors. Non mais c'est marrant de voir, parce qu'en fait, eux, ils ramènent ça à ce qu'ils vendent, machin, je sais pas comment ils se démerdent. Ce que paye l'annonceur en fait. Ouais, c'est ça, mais je crois que l'annonceur ils arrivent bien à crypto, caler, tout à fait. Et je crois que le pire, c'est aux États-Unis où ils arrivent jusqu'à 20 $ sur certains sujets par 1000 vues. Mais après, c'est les US, c'est encore différent. Ouais, et puis bon. Mais si vous voulez gagner de l'argent avec les pubs YouTube. Non, mais enfin, faut être une influenceuse très compétente. Très compétente. Et qui vend du rouge à lèvres à 20 millions de followers et qui a 50 millions d'abonnés, quoi. Et donc là, effectivement, tu peux très bien gagner ta vie avec les pubs YouTube. Quand tu fais de l'économie dans un grenier en Normandie, que tu as 100 000 abonnés. Le gros intérêt, c'est que tu es mieux référencé. Par contre, sur YouTube. Tu es mieux référencé. Ça t'aide aussi à référencer
ton propre site internet parce que YouTube, Google, c'est un peu pareil. Donc Google fait très bien le lien entre ton site internet, ta chaîne YouTube. Donc tout ça, ça brasse bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, tu fais pas une chaîne YouTube dans nos domaines pour dire ouais, je vais devenir super riche. Ça, c'est en moyenne. Super riche, non, mais moi, si je faisais. Mais encore, non, parce que je paye du monde maintenant, donc ça marcherait pas. Non, mais c'est ça, parce que quand. J'allais dire en revenu, ça va peut-être faire 3-4 000 euros par mois, mais vu les charges que j'ai à côté avec les gens. Moi, je fais pas de montage. Ouais. Et il y en a certains, ils me mettent en commentaire, ouais, faudrait faire du montage, machin, etc. D'abord, là pour le coup, j'écris beaucoup, donc j'ai pas le temps de faire de montage. Et le montage vidéo, c'est très chronophage. Donc, faudrait que je prenne quelqu'un pour me faire du montage vidéo. Et donc, quand tu prends quelqu'un pour faire du bon montage vidéo, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Voilà, moi avec mes 400 ou 500 euros de revenus de publicité YouTube par mois, si tu veux. Le monteur, il mange tout, quoi. Le monteur, il mange tout et ça n'a pas de sens en fait. Et encore, 4 vidéos par mois pour 500 balles. Ouais, je suis même pas sûr de trouver un monteur pour ça. Ça dépend ce qu'il monte, mais bon. Non, mais donc voilà. Donc c'est aujourd'hui pour moi, ça serait pas rentable. Mais après, quand tu prends les petits abonnements que tu vends de ta lettre d'information, que tu prends tes petits revenus YouTube, que tu prends tes revenus de ghostwriter et que tu additionnes tout ça, et bien finalement, voilà, tu es indépendant, tu fais l'argent. Mais t'as pas de revenus de placement en fait où globalement c'est pas ce qui marche le mieux de dire allez prendre les bons coups, etc. de faire de gagner de l'argent comme tu as de la trésor en plaçant et en faisant boule de neige, quoi. Non, parce que moi ma trésor en fait c'est de la sécurité. Donc comme c'est de la sécurité, je la place pas. En fait, moi je considère ma trésor, si tu veux, je la considère comme 2 années de salaire que je dois pouvoir me verser si pendant 2 ans j'ai un problème et je peux pas me payer. Donc voilà, non. Après les excédents, on achète de l'immobilier, on a l'effet de levier, on prend du crédit. Et alors ça, si tu veux, c'est une autre source de revenus, mais aussi parce qu'on est en Normandie, qu'on est dans une zone qui est pas chère, où tu peux acheter des choses. Moi, je pourrais pas faire de l'immobilier à Paris. De l'immobilier à Paris, quand le moindre T2 il coûte 500 balles le mètre carré, 500 ou 600 000 euros, si tu veux. Bon, voilà. Quand tu es dans ton faut acheter vendre des cuisines, quoi. Oui, c'est ça. Faut être cuisiniste, mais on vend des cuisines. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein, donc c'est compliqué. En province, tu peux faire de l'immobilier beaucoup plus facilement. Tu as un ticket d'entrée qui est beaucoup plus faible. Tu as des loyers qui sont plus bas, mais tu as plus de locataires. Donc, du coup, tu répartis les risques aussi. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, nos investissements, nos placements, c'est ça. C'est un petit truc immobilier local qui nous permettent aussi de créer des poires pour la soif en cas de problème et d'utiliser l'effet de levier et des taux qui sont bas. On pourrait effectivement placer la trésor sur des crypto-monnaies, jouer le bitcoin, mais c'est pas le style de la maison. Et d'ailleurs, sur YouTube, il y avait quelqu'un qui me disait ouais, en quoi votre prudence influence vos conseils? Ouais. C'était une très bonne question. Vous avez 2 heures. et la réponse, c'est évidemment en tout. En tout. C'est-à-dire que ton appréciation, ta manière de vivre le risque, elle influence considérablement ta manière de te développer en tant qu'entrepreneur, ta manière de développer ton patrimoine personnel, ta manière de placer ton argent, évidemment, mais ta manière de vivre. Tu as des gens, ils mettent 3 masques les uns sur les autres parce qu'ils ont peur du Covid, et tu en as d'autres, ils mettent le truc sous le nez, ils en ont rien à foutre. Et donc, ta peur ou ton aversion à quelque chose conditionne considérablement la totalité de ton attitude, mais en tout, donc évidemment. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc dont je voulais discuter, c'est que tous les deux, on réfléchit beaucoup à la résilience en cas de crise. Parce qu'on la sent, on la sent venir. on la voit arriver. Ouais. Et en fait, moi j'en ai conclu qu'il y avait 2 attitudes un peu jouables, c'est-à-dire s'installer dans une position où tu es à la campagne et tu as ta résilience parce que tu es local, donc tu connais les gens, tu connais tes voisins, tu peux faire ton potager parce que tu as tes 1500 mètres carrés de terrain. Enfin, je parle de moi quand j'étais dans le Jura. Et tu te dis, bon allez, bon an mal an, j'ai mon immobilier que je peux louer, j'ai ça. Et en fait, tu te fais une vie là.
Et l'autre aspect, c'est de dire, en fait, je m'internationalise. Et moi, j'ai pris le parti de partir en Suisse en disant, je vais en foutre de partout, je vais acheter en Turquie, je vais acheter là, je vais là. Et au final, tu diminues ton risque global en prenant que des placements très risqués, mais qui sont décorrélés. C'est-à-dire que tu te dis, si ça pète en Occident, peut-être que les Russes et les Irakiens, ils auront encore de l'argent pour venir dans mes immeubles à Antalya en vacances. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais je vois bien. Et du coup, c'est deux approches qu'on a différentes. Et j'ai testé le Jura. J'ai essayé de faire à la campagne. Et puis j'ai pas tenu. Parce que c'est une histoire de névrose perso en fait. Tu vois, et on en revient toujours là, c'est-à-dire que j'ai fait des buts, hein. Pendant le confinement, j'ai fait des buts. Mais avec quoi t'es à l'aise? J'ai l'impression de me buter à la fin. Mais dans quoi t'es bien en fait? Et nos choix personnels, ils doivent se résumer à ça. C'est qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous épanouit. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma vie de campagnard normand avec mon grenier, j'ai envie de la changer pour rien au monde. Elle va bien à ma femme, elle convient parfaitement à mes enfants, on est tous bien. Donc, si tu veux, nous dire demain, on va s'expatrier en Thaïlande ou on part à Dubaï pour pas payer d'impôts. Ou à Hong Kong ou à Hong Kong pour exporter au marché chinois. Voilà, pour ouvrir une Solencia au marché chinois, ce qui ferait pas plaisir à Xi Jinping. Je suis pas sûr que j'ai un bon business model. Tant que tu parles de Macron, ça va. Ouais, mais faut parler de Macron. Hein. Faut pas parler de ce qui se passe en Chine. J'ai hésité à faire une filiale à Hong Kong pour faire mes conneries là à Hong Kong. Bien réfléchi, on s'est dit que peut-être pas. Il faut parler des USA. Voilà. Ouais, enfin bon, c'est. Mais ouais. Voilà. Donc après, tout dépend aussi où est-ce que bon. L'essentiel dans la vie, quand même, tout ça là, on parle d'entreprendre, mais entreprendre pourquoi? Entreprendre pour être heureux. C'est ça dont on parle en fait. Hein. Donc le but de la vie, c'est essayer d'atteindre certaines formes de bonheur, de plénitude, autant que faire se peut, et malgré toutes les vicissitudes que chacun ne manquera pas de traverser et de subir. Donc voilà, on essaye d'être le plus heureux possible, et parfois, en fonction des moments, le moins malheureux possible. C'est ça. La définition du bonheur de Pierre, de Paul et de Jacques, c'est pas la même. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de jamais être dans les réponses toutes faites ou les recettes qu'on pourrait calquer pour tout le monde, parce que c'est pas comme ça que fonctionne la vie. La vie, ce sont des personnalités différentes qui ont besoin de choses différentes, et en plus on a besoin de choses différentes à des moments différents de notre vie. Voilà, donc tu vis aujourd'hui en Suisse, moi je vis dans ma campagne normande, peut-être que dans 10 ans tu me retrouveras dans une grande ville, peut-être que toi tu seras revenu dans le Jura parce que tu en auras eu marre de ton internationalisation, ou que la crise nous aura rattrapés, qu'on aura besoin de buter et de faire des buts pour avoir des patates. Bon, j'ai fait 8 kilos au mètre carré. C'est bien. Avec ça, t'avais fait combien de mètres carrés? Une quinzaine. Bon, c'est un grand jardin. Pas mal. Et puis c'était le confinement. 100 patates. ça te faisait 100 patates. Enfin, 8 kilos. 100 K. 100 K. 100 K patates. 100 kilos de patates. Voilà, ouais. 100 kilos de patates. Mais ça part vite. Hein. Ça part vite. Si t'as que ça à manger tout au long de l'année, ça part vite. Hein. Ah ouais, faut industrialiser. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant en fait, parce qu'on a vraiment deux modèles, je pense, et l'intermédiaire est compliqué. Rester dépendant de l'État, entre guillemets, ou être en ville, donc dépendant des réseaux, et être dépendant des systèmes collectifs, aujourd'hui, ça me paraît être le pari risqué, en fait. La bouée, les canaux de sauvetage sont sur les bords, quoi. C'est plus sur l'autoroute, c'est dans les chemins de montagne, quoi. Oui, ça, je suis d'accord, y compris sur les placements. C'est-à-dire, tu vois bien que sur l'autoroute, le rendement assurance vie, fonds euros, ils ont remonté le livret A. Obligations d'État, garantie par la solvabilité de l'État. Ils ont remonté le livret A. Triple A, machin, etc. 1%, inflation entre 5 et 10. Donc, déjà, quand tu es sur le placement autoroutier, t'es pas bien, quoi. Donc forcément, je te rejoins, tu as raison, c'est les canaux de sauvetage, ils sont à la marge et ils sont sur la périphérie du bateau. Le problème de la période que nous vivons, c'est que c'est un peu un clair-obscur, c'est-à-dire que tu as déjà les conséquences de la crise et de l'effondrement. Quand tu as des taux à 1% et une inflation entre 5 et 10,
Bon, Ça sent le pâté. Ah bah ça sent pas bon. Bon, donc tu sais que ça va pas. Le problème, c'est que la société, elle n'est pas effondrée. Donc les boulots, ils restent dans les villes. Les boulots, ils restent dans des endroits où les gens ne peuvent pas être résilients. Donc, si jamais tu veux avoir une stratégie différente, à la marge, elle t'amène à être marginal aujourd'hui. Et donc ça, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Nous, ça a été notre choix familial, on en est très heureux. Ça se fait au détriment des sous. Hein. Là, tu fais moins d'argent quand tu peux pas courir les plateaux télé, que tu cherches pas à te faire inviter sur des plateaux télé. C'est rémunéré quand tu vas chez BFM? Non, mais bon, mais si tu vas 100 fois sur BFM, que tu finis assez dans l'air, que machin, bah tu as ta visibilité qui te permet, qui te permet forcément d'augmenter ton chiffre d'affaires. Si tu écris un bouquin, de vendre ton bouquin et d'en faire sa promo, etc., etc. Mais si tu choisis une vie où tu es loin de ce centre politico, médiatico, tout ce que tu veux. Alors d'abord, d'une part, t'en dépends pas. Donc comme tu n'en dépends pas, tu as ta liberté de parole qui est complète. Mais cette liberté de parole complète et qui est la mienne, et qui est mon modèle économique en fait. Je veux être libre de dire ce que je veux. Pour être libre de dire ce que tu veux, tu dois dépendre de personne. Donc tu dois dépendre. Comment ils t'ont remercié chez BFM là? Parce que t'es allé quelques fois, puis après tu venais plus aux soirées. Ouais. En même temps que de la Marche, un Charles, un Berruyer, il y a eu un petit train. Moi j'étais le premier. Hein. Moi j'étais le premier. Hein, c'est bon, Monsieur Sana. À partir. Ça s'est fait sur. J'ai plus été invité après. Donc quand j'étais au Contrarien, je fais une interview de Varoufakis. T'as fait une interview de Varoufakis ? C'est les problèmes en Grèce. Ouais. Je connais par la bande, machin, l'éditeur de Varoufakis en France me contacte, m'envoie le bouquin de Varoufakis. Donc il était opposé à l'euro et qui voulait sortir de l'euro, etc. Pour rappeler qu'il n'était pas ministre des Finances. Il n'était pas ministre. Et je fais la promo de son bouquin 15 jours avant qu'il devienne ministre. Sur BFM? Non, sur mon site. D'accord. Plutôt bien. Donc sur le Contrarien. Enfin, c'est pas mon site, pardon, à l'époque, c'est sur le site du Contrarien. Jean-François. Pardon. Je parle copyright, machin, tout ça. Donc je fais une fiche de lecture en disant voilà, je viens de lire un super bouquin. Ce type-là, en plus, il a des chances de devenir ministre si jamais la gauche l'emporte, machin, etc. Voilà ce qu'il dit. Il a fait un super bouquin. Ça va déménager. Et 15 jours après ou 3 semaines après, il devient ministre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais cet article, dans le Contrarien, il y a 3000 exemplaires du livre qui sont achetés dans la journée. D'accord ? Donc l'éditeur m'avait envoyé le bouquin, comme ça, en disant ça peut vous intéresser, machin, etc. Et il me rappelle 15 jours après, je vous emmène déjeuner. On va aller déjeuner tous les deux. Discuter, ça a bien marché votre truc. Faut qu'on discute un peu. Et donc lors du déjeuner, le gars me dit, vous savez, votre article, 3000 bouquins vendus en une semaine. Ce que vous devez savoir, c'est que vendre des bouquins comme ça, c'est très compliqué, machin, etc. Donc, c'est remarquable. Bon. Et donc, cette info, elle va remonter jusqu'à Varoufakis, puisque il va toucher des droits d'auteur sur les bouquins, évidemment. Et là, d'où ça vient? C'est la France. Dites donc, mon bouquin traduit en France, je pensais pas que ça allait se vendre. Etc. C'est un gars qui a un petit site, machin, etc. Et ça lui ferait vachement plaisir de vous interroger. Et donc là, il est ministre. Et la première interview qu'il donne à un média français, c'est au Contrarien matin. Voilà. Donc, pour la petite histoire. Et donc je fais l'interview. Et à cette époque-là, on propose à BFM de reprendre l'interview et d'en parler ensemble, que je sois invité, machin, etc. Et BFM le prend super mal. Parce que tu étais déjà passé chez BFM une fois ou deux? Oui, on était déjà passé, on les connaissait, etc. On a dit, voilà, regardez, ça pourrait être sympa, on pourrait faire une émission spéciale, machin, etc. Et en fait, ils ne nous croient pas.
et ils pensent que on essaye de les blouser, que c'est pas vrai, que Varoufakis c'était pas possible qu'il nous donne une interview pour notre ils ont pas cru. Pour notre Ils ont petit cru blog. que c'était une farce. Je pense que c'était une farce. Ah d'accord. Voilà. Et en fait, depuis, ils l'ont super mal pris et ils ont plus voulu m'inviter en disant oh là là, c'est pas clean, c'est pas machin, c'est pas truc. Ouais. Ah d'accord. Donc c'est pas sur ce que t'as dit du coup, c'est sur un truc annexe. Ouais, c'est une bon. Et donc comprenant que BFM nous croit pas, on demande à Varoufakis de faire un tweet confirmant qu'il nous a bien donné une interview quoi. Ce que va faire Varoufakis. Voilà. Mais bon, bref, c'est trop tard. Bon, rien. Ah, ils étaient fâchés. C'est pas grave. Voilà. Bon, enfin, et puis tant pis. L'hôtel du cul tournait. Ouais, et puis moi, de toute manière, ma stratégie, encore une fois, dans mon business, a toujours été l'indépendance. Ah bah. Donc, l'indépendance, c'est par la face nord. C'est-à-dire que tu la payes sur tout. Tu la payes sur tes revenus, tu la payes sur tout. Voilà. Mais tu la payes sur la complexité de ton boulot, en fait. Moi, ma stratégie, elle est sans YouTube. Demain, tu peux me couper YouTube, je continuerai. Tu peux me couper Facebook, je continuerai. Tu peux me couper Twitter, je continuerai. Tu peux me couper Instagram, TikTok. Bon, j'ai une stratégie qui, aujourd'hui, est hors média. Et je suis en train de travailler à ma propre plateforme vidéo. Pour avoir une plateforme vidéo autonome. Du style Odyssée et indépendante. Non, même pas la tienne. Même pas, ça sera la mienne. Ah d'accord, voilà. Oui. Hein, et je te le dis, ça sera je pense donc je suis .tv. Ah, une exclue. Voilà, une exclue pour toi. Et donc voilà. Donc pourquoi ? Parce que je veux être indépendant. Et si je veux parler, et puis peut-être qu'un jour j'hébergerai sur cette plateforme d'autres personnes qui veulent pouvoir parler toujours de manière bienveillante et il ne s'agit évidemment pas d'inciter à quoi que ce soit de négatif. Mais en revanche de pouvoir penser, donc tu vois, c'est je pense donc je suis, et donc on doit pouvoir penser. Et ce que nous a montré cette crise du Covid, c'est à quel point il est difficile de penser. Donc tu vois, je ne sais pas si ça rapportera de l'argent, je peux te dire que ça m'en coûte beaucoup de développer ça, mais donc ça m'en coûte, c'est sûr. Est-ce que ça m'en rapportera ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de le faire et que je pense qu'il y a un besoin d'exprimer des pensées nuancées, complexes, de pouvoir prendre le temps de le faire et que quand on le fait, qu'on a pris le temps de le faire, il n'est pas possible de se faire censurer parce que le type qui dit j'ai des questions à poser sur ce vaccin ou j'ai des questions à poser sur cette entreprise ou j'ai des questions à poser sur la crédibilité de Panoramix. Voilà. Parce qu'il ne faut pas dire le nom. C'est ça. T'as vu Idriss, il a fait une vidéo sur Panoramix et l'IHU et elle a été enlevée 3 heures plus tard. Oui, bah ça m'embête beaucoup. Mais moi aussi ça m'embête. Voilà, ça m'embête beaucoup. Et parce que ça veut dire qu'on ne peut pas penser. Donc si on ne pense pas, on n'est pas. Et donc voilà, je pense, donc je suis. Et on peut même plus dire le nom maintenant, c'est professeur Panoramix. C'est ça, parce que c'est sinon, on appelle des mots-clés et les mots-clés, ils appellent le bâton. Voilà, absolument, absolument. Et tu es obligé d'avoir un autre langage, etc. Donc il faut s'abstraire de ça. Donc effectivement, on a Odyssée. Ça, c'est une première alternative qui durera ce qu'elle durera. Bah moi, je duplique automatiquement mes chaînes dessus. Moi aussi. Parce que ça fait un backup gratuit. C'est ça. On est bien d'accord. Et puis, si jamais ça prend, on sera déjà là, quoi. Ouais. Mais donc, bon, voilà. Donc moi, si tu veux, j'ai mon site. Et toi, tu as envie d'avoir ta plateforme. Ouais. Pourquoi pas Odyssée pour pas s'embêter Pourquoi s'embêter ? Parce que si demain Odyssée veut te sortir ou qu'on demande à Odyssée de te sortir, Odyssée te sortira. Ouais. Moi, demain, ça sera ma plateforme. Et sur ma plateforme, je sortirai que si j'ai une décision du tribunal disant, monsieur, vous devez sortir monsieur Dupont, parce que monsieur Dupont, il a fait une incitation à la haine. Moi, si je la vois, moi, l'incitation à la haine, évidemment, je ne diffuserai pas monsieur Dupont parce que c'est pas le but de la chaîne, c'est pas ça. C'est être au contraire capable de réfléchir à des sujets, mais à des sujets qui peuvent être choquants ou des sujets qui peuvent être délicats à aborder. Et c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Ce sont les sujets délicats à aborder. Et pour bien comprendre en fait ce que tu veux faire, parce que c'est pas juste une coquetterie d'avoir son truc à soi, c'est que on en discutait en off en plus tout à l'heure. Il y a vraiment une différence entre ce que j'appelle les règlements et la loi.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui dit un certain nombre de trucs, d'accord ou pas d'accord, c'est la loi, donc on fait. Et puis il y a ce que j'appelle les règlements, c'est-à-dire les banques, les assureurs, l'organisme de contrôle, machin, URSSAF, YouTube, enfin tout le monde a ses petites règles à côté. Absolument. Pour X ou Y raison, bonne ou mauvaise, peu importe. Mais du coup, logiquement, on n'est pas soumis au règlement que si on se soumet à la banque, à l'assureur, à YouTube, à machin. Complètement. Donc on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense, mais c'est juste qu'on n'exerce pas notre liberté parce qu'on est soumis au règlement pour faire large. Mais parce que exercer ta liberté et être libre, c'est être indépendant et être souverain à ton niveau. Et pour être souverain à ton niveau, tu dois avoir tes outils. Parce que si tu acceptes d'être chez YouTube, et moi je vais te dire, je suis extrêmement élégant avec YouTube, parce que YouTube m'envoie du trafic. YouTube, pour m'envoyer du trafic, qui même me paye un peu et me donne mon RSA YouTube tous les mois, merci YouTube, je suis très content. Hein, il valorise mes petites vidéos, mon temps passé, très bien, c'est gentil. Même si on doit vendre des passes à linge et des conneries entre-temps. En attendant, et même s'il faut mettre un peu de pub, machin, en attendant, ils te donnent du trafic, ils augmentent ta notoriété, et en échange, ils te demandent d'appliquer leurs règlements. Tu es chez eux, en fait. Donc moi, je suis un garçon bien élevé. Quand je vais chez les gens, je peux les blesser sans faire exprès, mais en tout cas, c'est pas volontaire. Mais j'essaye de bien me tenir, surtout. On s'essuie les pieds avant de rentrer. Ouais, enfin surtout ma femme me met des coups de pied sous la table dès que j'ai des bêtises, et elle veut que son mari se tienne bien. Donc évidemment, quand je suis chez quelqu'un, j'essaye de bien me tenir et je respecte sa maison, son invitation, sa famille, etc. Et donc quand tu es invité chez YouTube ou que tu passes par YouTube, tu appliques le règlement de YouTube. Et il y a une cohérence à ça. Donc moi, j'applique le règlement de YouTube. Donc il y a plein de sujets que je ne vais pas évoquer sur YouTube parce que je sais que YouTube veut pas que tu les évoques. Voilà. Donc je les évoque pas. À Rome, fait comme les Romains. Exactement. Donc si je veux ma liberté de parole totale, il faut que je crée mon propre environnement pour pouvoir dire ce que je veux. Et là, je dirai ce que je veux. Et puis, je ferai ce que je veux avec mes cheveux. Du coup, est-ce que tu es heureux? Oui. En tant qu'entrepreneur? Ouais. Est-ce que tu as des emmerdes en tant qu'entrepreneur? Plein. Alors pourquoi est-ce qu'on est heureux quand on est entrepreneur, bien qu'on ait plein d'emmerdes? Parce que ce sont des emmerdes que tu as choisies. Voilà. Et donc, il y a deux types d'emmerdes dans la vie. Il y a les emmerdes que tu subis, les emmerdes que tu choisis. Et je crois aussi, des emmerdes choisies sont quand même beaucoup plus supportables que les emmerdes subies. Et après, tu as les avantages de tes inconvénients, comme dans toute chose. Quand tu vis en zone rurale comme nous, tu as les avantages de ta ruralité et les inconvénients de ta ruralité. Quand tu vis en ville, tu as les avantages de la ville et puis ses inconvénients. Donc, dans toute chose, et c'est pour ça qu'il faut nuancer toujours tout, parce que c'est jamais évidemment qu'on va s'en sortir que grâce à la pic-pic, quoi. On ne s'en sortira pas que grâce, le mot qu'il faut pas dire, sur la pic-pic, quoi. Oui. Donc tu peux pic-pic une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois. Manifestement, comme dit le druide, techniquement, a priori, c'est pas flagrant que ça a mis fin à l'histoire, quoi. Donc voilà, faut nuancer les stratégies. Évidemment, c'est certainement très utile, très machin, très truc. Mais c'est peut-être un peu plus complexe que tout miser là-dessus. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour ta localisation, c'est pareil. En fait, les choses sont nuancées toujours. Tu as des avantages, tu as des inconvénients. Et donc, dans l'entrepreneuriat, tu as un immense avantage qui est la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Et puis, tu as l'immense désavantage d'avoir l'URSSAF, le fisc, les impôts, le service des entreprises, la fiscalité, un nombre de papiers pas possible. Tu sais même pas que le CERFA il existait. Moi je découvre, je sais pas combien il y a de numéros de CERFA. Je crois que j'avais fait un article, mais j'ai perdu le chiffre. Je crois qu'on a quelque chose. Il faut prendre le dernier, logiquement, ils sont numérotés. C'est des milliers de documents administratifs que nous avons. Et donc, quand tu as une entreprise, tu découvres un nombre ahurissant de CERFA que tu ne connais pas quand tu es évidemment salarié. Donc, c'est un temps de dingue passé, c'est-à-dire que tu es comptable,
tu gères tes fiches de frais, tes tickets, tes machins, tu t'occupes de la maintenance de ton site internet, tu dois aussi gérer les problèmes de compatibilité entre ta solution d'emailing et machin. Pourquoi tu n'as jamais voulu monter en échelle en embauchant du monde et dire bah hop, je délègue ça et puis comme ça je fais plus de contenu, de machin, de trucs et puis ça je sous-traite et monter. En fait, j'ai l'impression que tu as voulu rester dans ta maison, tranquille, tu as ton affaire et de pas vouloir monter en volume. Bah, je crois que tu l'as bien perçu. Mais c'est parce que t'as envie d'être peinard. C'est ça en fait, c'est un souci de. Ouais. Je crois que je crois au fond du truc, la chose la plus importante, c'est la liberté. Voilà. Donc ce qui c'est de faire ce que j'aime. Donc c'est les analyses que je fais tous les jours, qui plaisent aux lecteurs qui lisent. Donc ça, c'est ce que j'aime faire, et j'aime le faire en toute liberté. Et pour le faire en toute liberté, ça veut dire pas forcément avoir une énorme équipe de salariés, ça veut dire pas se faire caraméliser. En fait, mon boulot, c'est d'écrire. Et si demain, je veux changer d'échelle, ce qui peut tout à fait être un autre modèle économique, il faut que je prenne du monde, et en prenant du monde, alors que je forme du monde, que je m'occupe de ces gens, je donne des tâches, je peux prendre quelqu'un pour faire du marketing, pour essayer d'optimiser les ventes de mes abonnements. Le SEO, genre de bêtises, SEO, du machin, le SEO, c'est les mots-clés sur Google, genre de conneries. Ou faire des campagnes de pub, d'acquisition de clients sur Facebook, YouTube, machin. Moi-même, faire mes propres spots de pub sur les vidéos des autres pour qu'ils viennent s'abonner chez moi. Enfin, je pourrais faire tout ça. Avoir un monteur qui te monte tes vidéos pour que tu aies le temps de faire. Et si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir beaucoup moins de temps pour écrire, beaucoup moins de temps de cerveau que je vais pouvoir consacrer à la réflexion, à la lecture, à l'analyse. Et en fait, c'est ça que j'aime faire. J'aime lire, analyser, fouiner, bouquiner. C'est ça que j'aime faire. Finalement. Et donc c'est ça que j'ai envie de faire. Et bon, pour pouvoir continuer à le faire, j'ai pas besoin d'un monteur, j'ai pas besoin de 50 assistants, j'ai pas besoin d'un directeur de marketing, essayé, je crois, etc. avec quelqu'un, je sais plus comment il s'appelait, c'est pas Uber ou je sais pas quoi. Oui, tout à fait. D'augmenter le volume. Ouais, alors en tout cas, c'était très amateur avec Uber parce que Uber que j'adore, je te salue au passage, il avait écrit un dossier sur l'assurance vie, un autre sur le Girardin. Enfin bon, il avait écrit 2 dossiers. Je lui ai dit tiens, mets-les chez moi, je peux te les commercialiser. On en a vendu 10 ou 20, on s'en fiche. Il ne l'avait pas fait pour l'argent, moi non plus. Il écrivait, je reprenais ses billets. Enfin, voilà, c'était. C'était pas une volonté d'élargir et de monter en échelle. C'était un copain, quoi, en gros. Ouais, c'était beaucoup plus ça, en fait. Alors, ça aurait pu donner une montée, voilà. Mais c'était pas. J'ai pas recruté un auteur qui était là pour écrire, que je rémunérais, etc., etc. Oui, t'as envie de rester à ton échelle et à être tranquille. Ouais, parce que ce que j'aime faire, alors pour le moment, peut-être après peut-être que ça changera, mais à date, comme dit notre ministre Olivier Véran, à date, on est bien comme ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui a des problèmes avec l'autorité et qui se tâte à se lancer? Alors, souvent c'est un peu le problème d'autorité à la base qui pose problème. Qu'est-ce que je vais lui conseiller? Je vais lui conseiller serre les dents. Serre les dents le temps que la maturité fasse son œuvre. Voilà. En gros, alors déjà, je ne veux pas le décourager d'entreprendre, mais un exercice, regarde, un exercice que je faisais avec mes jeunes quand j'étais prof en école. Premier exercice que j'aimais leur faire faire, c'est-à-dire, voilà, personne ne vous aime, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de parents, tout le monde vous déteste, vous avez perdu votre boulot, vous n'avez plus rien. Il vous reste 500 € en poche.
Voilà, 500 € en poche. Et donc, à la fin du mois, si vous n'avez pas gagné de l'argent, bah vous ne pourrez pas payer votre loyer qui est de 500 €, puisqu'il vous reste 500 € en poche. Donc vous avez 500 €, comment vous faites? Et personne ne vous embauchera. En un mois. On n'aime pas votre tête. Donc vous allez être obligé de créer votre boulot, de trouver une solution par vous-même, sans passer par la case salarié. Et personne ne vous aidera. Pas une seule association, rien. D'accord? Vous n'avez pas les restos du cœur, il n'y a personne pour vous donner à bouffer. Il n'y a rien, vous êtes tout seul. Vous avez un mois. Vous avez 500 balles et un mois pour payer votre loyer à la fin du mois. Vous avez 30 jours. Comment vous faites? Et j'aimais bien leur montrer leur donner cet exercice pour leur montrer qu'en fait, ils n'avaient rien à perdre. Et que d'eux, même avec 500 balles, on pouvait créer, qu'il suffisait en gros de se mettre auto-entrepreneur, ce qui est gratuit. D'aller, donc là c'était à Paris, donc d'aller du côté de Porte de Clignancourt, etc., où tu as tous les grossistes qui importent, les importateurs qui importent de Chine en gros et tout ça, que tu achètes 2 tréteaux, une nappe, et puis tu regardes ce qui se vend dans les foires et dans les marchés, tu prends tes tréteaux, ta nappe, 400 € de marchandises, et tu commences sur le premier marché qui vient. Voilà. Et que quand tu loues 4 mètres sur un marché, c'est 5 € le mètre linéaire, donc ça te coûte 20 balles pour placer ton petit stand. Et puis bah là, tu vas faire 200 ou 300 € de chiffre d'affaires sur quelques marchés que tu sois, quel que soit le produit que tu vas vendre. 300 € de chiffre d'affaires sur un investissement de 500, ça marche pas. Bah si, ça marche. Parce que si tu as 400 balles, que ces 400 balles, tu achètes 400 € de produits. Et donc tu vas en revendre, donc avec une marge de 2. Hein. Donc tu vas faire 2 marchés ou 3 marchés pour revendre l'équivalent de 800 €. Mais tu vas voir que finalement, si tu fais un marché tous les jours, parce que tu n'as pas que des marchés que le samedi et le dimanche, mais c'est ceux qui rapportent le plus, si tu fais un marché tous les jours et que tu vends 200 €, tu as acheté 400 € de marchandises, donc ça veut dire 400 € de marchandises, 800 € de vente avec un coef 2, ça veut dire 4 marchés où tu fais 200 €, bah, tu vas rapidement te rendre compte qu'en fait tu peux en vivre et qu'à la fin du mois, tu vas retourner à Clignancourt le jour 4 parce que tu auras vendu toute ta marchandise, et puis tu iras racheter de la marchandise avec l'argent que tu as gagné, et là tu n'as pas intérêt à merder ta trésorerie, parce que si tu bouffes tout et qu'il ne te reste plus rien pour aller racheter de la marchandise, tu ne pourras pas regagner de l'argent le lendemain et le surlendemain, etc. Et donc tu te rends compte qu'en fait, en faisant 100 ou 200 € de vente quotidienne sur un marché, eh ben, sur 20 jours travaillés, tu as fait tes 1500 €, en partant avec 500 € en poche. Donc l'idée, c'était de leur montrer que vous ne risquez rien à essayer. Et vous ne serez jamais dans l'embarras. Si vous êtes courageux, si vous êtes débrouillard, vous ne risquez rien. Donc déjà, celui qui a un problème avec l'autorité, je pense que c'est ça qu'il faut lui montrer. Si tu es travailleur et débrouillard, globalement, il ne t'arrivera pas grand-chose. Après... Il ne t'arrivera pas grand-chose. Ouais, ou tu ne risques pas grand-chose. Voilà, oui, c'est ça. Hein, tu ne risques pas grand-chose, et il ne risque pas de t'arriver grand-chose en termes de sanctions, de machin. Bon, ok, il va te virer, ben, qu'il te vire, et puis tu iras soit travailler ailleurs, soit tu prendras tes 500 derniers €, et puis tu iras acheter de quoi vendre tes choux, tes poires et tes navets sur les marchés. Et tu seras libre. Simplement, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire que si tu veux travailler sur un marché, tu vas te lever à 4 h du matin, tu vas aller voir le placier à 5 h 30, et si tu arrives à 6 h, eh ben, les bonnes places auront été prises. Donc tu vas te lever tôt, tu vas travailler dehors, tu auras froid l'hiver, tu seras mouillé quand il pleut, et il faut être un bonhomme, quoi, un bonhomme ou une bonne femme, quoi. Mais je veux dire, c'est effectivement pas un travail de bureau, et tu vas pas remplir des cases sous Excel, quoi. À 35 heures par mois, au chaud, avec la clim l'été, par semaine, pardon. 35 heures par mois, c'est ce que je pense sur le travail effectif des salariés. Mais bon, voilà. Et la montre du patron, c'est pas la même chose qu'une montre d'employé. Mais bon. Donc, je crois que ça, c'est important de dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand risque à entreprendre quand on est courageux, qu'on est travailleur, et qu'on entreprend en limitant les risques. Et on peut limiter les risques. C'est-à-dire qu'entreprendre aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire
emprunter, lever 2 millions d'euros pour créer une start-up avec un burning rate de 200 000 $ par mois, quoi. D'accord? Et où au bout d'un an et demi, je suis obligé de relever encore 2 millions de $ parce que j'ai tout cramé, j'ai cramé la caisse, comme dit Castex, et de Pécresse, et une fois que tu as cramé la caisse, ben tu as cramé la caisse et tu as des dettes et tes cautions perso et machin. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut maîtriser, mais avec du bon sens. Un jeune, il peut se lancer. Mais il ne faut pas se lancer sur des choses forcément démesurées. Et se lancer ou être entrepreneur, c'est pas forcément. Faut pas regarder que Elon Musk ou Steve Jobs, quoi. Je pense que c'est important de regarder des entrepreneurs, des commerçants, des artisans. Voilà, j'ai un premier entrepreneur, c'est le plombier qui va venir chez toi réparer une fuite, quoi. Le gars, il est entrepreneur, il est plombier, il a un CAP, il n'a pas fait HEC, a priori sa boîte de plomberie, elle sera jamais cotée au Nasdaq, mais quand tu as une fuite, tu es vachement content de le trouver et il est mieux payé que ton médecin. Et au bout de combien de temps faut arrêter une idée qui marche pas? Au lieu de s'entêter, c'est quoi la différence entre l'entêtement et la persévérance, quoi? C'est la durée. C'est le temps que tu peux tenir. Si tu veux, je crois qu'il faut avoir les moyens financiers de son entêtement, quoi. De manière très basique. Donc, est-ce que c'est une question, alors je vais pas dire une question, j'ose pas dire, est-ce que c'est une question pertinente, parce qu'elle est pertinente, mais est-ce qu'elle est significative en fait? Est-ce que le problème il se pose réellement? C'est-à-dire, je pense que de toute façon, la limite à ton entêtement, c'est ta solvabilité. Et l'insolvabilité, elle arrive en réalité très vite, quoi. Donc les gens, ils s'entêtent pas beaucoup. Simplement, quand ils s'entêtent, ils passent de j'ai perdu mon investissement à je me retrouve endetté. Donc si tu me demandes à moi et à ma femme, qui sommes des flippés, des angoissés, quelle est la limite entre entêtement et persévérance? Ben moi, je te dirais, la limite, c'est 0. C'est-à-dire, tant que mes sous ils sont supérieurs ou égaux à 0, je persévère. Et jusqu'à 0, je persévère. Le jour où je dois faire le premier euro de dette pour mon affaire, j'arrête, je dépose mon bilan. Je me dis, bah voilà, j'ai échoué cette fois-ci, mais c'est pas grave, je repars le lendemain. Mais j'arrête ce truc-là. Je ne ferai pas de dette sur une affaire. Voilà, moi, c'est une. Alors, ceux qui tradent ont des règles de gestion. D'ailleurs, voilà, je trade. À -5, je coupe ma position. C'est ma règle de gestion. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois d'accord, pas d'accord, que ça me fasse plaisir, pas plaisir, que j'ai envie, pas envie, que ma femme soit gentille, pas gentille, que j'ai passé une bonne journée, pas une bonne journée. À -5, je coupe. À -2, je coupe. À +10, je vends. Donc, voilà. Donc, les gens, ils ont leurs règles de gestion et tu trades avec des règles de gestion. Et je pense que tu dois entreprendre avec ce même genre de règles. Et moi, ma règle, elle est simple. C'est je suis prêt à perdre ma mise, mais je ne suis pas prêt à faire des dettes. Et ben, du coup, pour les jeunes qui se lancent et qui fassent leurs armes, vous ne risquez rien? N'ayez pas peur? Ouais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est pas vous risquez rien, mais en réalité, vous ne risquez pas grand-chose, en fait. Vous risquez de perdre votre mise. Bon, ben, ok, mais faites le calcul de ce que vous dépensez dans une année, en fait, en choses inutiles. Et comparez ça à 500 € d'investissement pour aller acheter des trucs chez un grossiste pour les revendre sur le marché. Aujourd'hui, ça, n'importe qui, n'importe quel jeune peut se payer ou s'offrir quasiment le délire de dire bah, et puis attends, là, dans mon exemple, je disais personne vous aime, vous n'avez pas de parents, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains. Mais globalement, vous arrivez du Maroc et personne ne veut vous voir. Et voilà, quoi. Vous êtes c'est le statut d'un immigré qui arrive tout seul en bateau. C'est d'un clandestin, c'est ça, qui connaît personne, que personne n'attend. Et qui ne parle pas la langue. Ouais, et qu'on fout sous un pont à Porte de la Chapelle. Et encore, il aura quand même accès à quelques maraudes. Et il y a quelques associations qui quand même essayent de s'occuper d'eux, leur donner un peu à manger, une tente, machin. Je suis pas en train de mais et encore, ils sont même pas complètement seuls. Donc là, dans la vraie vie, globalement, vous aurez des copains. Et si tu vas voir tes copains et que tu leur dis file-moi 100 000, ton copain va dire écoute, t'es gentil, mais je les ai pas les 100 000 et si je les avais, je te les donnerais pas. Bon. En revanche, si vous allez voir les copains et que les copains vous leur dites bah tu peux m'avancer 50 €.
et que vous avez 10 copains qui vous avancent 50 euros, et vous les trouverez pour 50 euros, vous êtes jamais seul en fait, et vous êtes jamais sans le sou, et vous avez même capacité, c'est ce qu'on appelle le friends and family, mais vous avez même capacité évidemment à lever un peu de sous, et tant que la somme reste modeste, vous pourrez même vous payer un beau stand sur le marché, avec capote pour la pluie, avec l'abri et le parasol pour la pluie, et les trucs pour pas que ça s'envole avec le vent, etc., voire même peut-être un petit véhicule un peu plus spacieux pour pouvoir transporter le matériel. Mais vous pouvez vous débrouiller avec peu d'argent. Et ensuite, il y a autre chose que j'ai envie de leur dire, c'est que, et ça rejoint la question sur entêtement et persévérance, une bonne idée, ça marche tout de suite. Une bonne idée, ça marche tout de suite. Quelque chose qui rencontre son public, ça marche tout de suite. Alors, c'est pas que ça marche à devenir milliardaire. Je suis pas milliardaire, je suis un modeste entrepreneur de Normandie, quoi. Mais ça marche parce que vous pouvez en vivre, ou vous sentez que vous allez pouvoir en vivre assez rapidement. Et c'est prometteur. Alors effectivement, peut-être le premier mois, vous gagnez que 500 euros. Mais si le deuxième mois, vous en gagnez 800, et que le troisième mois, vous êtes à 1100, et que le quatrième mois, vous êtes à 1005, et que le sixième mois, vous êtes à 1007, et puis que bon, au bout d'un an, vous arrivez à 2000, c'est bon. C'est bon, voilà, vous avez fait le job, ça marche. Alors après, il y en a qui diront, non mais moi 2000, 2005 par mois, ça ne me suffit pas. Je veux beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'ambition. Ouais, ok, très bien. Mais une idée qui marche, rapidement, vous voyez qu'elle marche et ça se valide dans vos chiffres, dans votre trésor, dans vos ventes. Si au bout de 6 mois, vous n'avez rien fait, laissez tomber, quoi. Demain, tu prends des tréteaux, Richard. Tu t'installes sur un marché, tu achètes des sacs à main, des sacs de plage, machin, etc., un peu mode, un peu sympa, un peu bidule. Si tu n'en vends pas un seul sur ton premier marché, change de produit. Voilà. Parce que ton produit, il ne plaît pas, il n'est pas bon, ou il est trop cher, ou machin. Bon. Mais sinon, tu installes tes sacs à main, tu machin, c'est en paille, c'est joli, tu as un beau stand, bah, tu vas vendre 10 sacs à main. Si tu n'exagères pas sur les prix, machin, etc. Et donc, à la fin du premier jour de ta première activité, de ton premier marché, tu sais si tu as le bon produit et le bon prix. Parce que tu en as vendu ou tu n'en as pas vendu. Et si tu n'en as pas vendu, change de produit tout de suite. Tu n'as pas bien perçu le truc, etc. Et puis si tu en vends pour 200 ou 300 euros, tu sais que ça marche. Et donc tu sais que le lendemain, tu referas la même chose. Et le surlendemain, la même chose. Et donc tu sais qu'à la fin du mois, tu auras fait suffisamment d'argent pour te fabriquer et te créer ton propre salaire et donc ton autonomie, ta résilience et ton indépendance. Parce que c'est aussi ça dont on parle. Je pense que dans les années qui viennent, il sera beaucoup plus facile de trouver des clients que de trouver un employeur. Voilà. Et je pense que cette capacité à se créer sa propre indépendance, son autonomie, c'est un facteur clé de ton bonheur, de ton bien-être, parce que tu n'es pas soumis aux aléas et à la pression du salariat. Je terminerai là-dessus. Dans les années 90, être entrepreneur, c'était un enfer, et être salarié, c'était le bonheur. Tu avais un management paternaliste, tu n'avais pas de mondialisation, tu n'avais pas de pression à la baisse sur les salaires ils évoluaient, tu avais plutôt, quoi qu'on en dise, jusqu'à la fin, jusqu'au début des années 90, tu avais plutôt beaucoup d'emplois. Tu changeais de boîte en 85 ou en 86, tu trouvais du boulot quand même, tu étais diplômé, machin, etc. Tu trouvais du boulot quasiment dans le mois ou dans la semaine. Donc c'était extrêmement favorable d'être salarié. Tu avais les salaires qui étaient indexés, tu avais des augmentations, tu avais des promotions. Dans la banque, combien tu as de gens qui sont rentrés avec le certificat d'études dans les années 50-60 et ils étaient tous directeurs dans les années 80, si tu veux. Donc ils n'avaient pas fait vraiment d'études au départ. Bon, ils en avaient fait après, formation interne, machin, etc. Donc tu avais un vrai ascenseur social. Donc être salarié était très confortable. La mondialisation est arrivée, le chômage de masse s'est développé, l'euro n'a rien arrangé, et aujourd'hui, être salarié, même aux 35 heures, avec des objectifs pas possibles,
une pression pas possible, des méthodes managériales dont je ne dirais pas de quel régime à la base elles sont issues, mais enfin ceux qui on font... en parle dans Astérix avec les galères. Voilà. Hein, si et Baba qui joue du tambour. Voilà, bon, les méthodes managériales, elles viennent de très loin, elles viennent pas de régimes forcément très sympathiques. Les gens aujourd'hui, tu as une consommation d'anxiolytiques chez les salariés qui sont en permanence soumis à des injonctions contradictoires entre tu dois pas harceler ton équipe parce que harcèlement moral, psychologique, machin, Tribunal. etc., tribunal, tout ça, mais tu dois les faire bosser parce que les objectifs pour le prochain trimestre boursier, c'est tant, quoi. Et toi, tu es le manager et tu es pris entre le marteau et l'enclume et tu es sous anxiolytique toute l'année. Voilà, tu as des boutons, tu trembles, tu fais de l'hypertension, tu prends 50 kilos, tu perds tes cheveux. Voilà, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai jamais accepté un poste de direction dans la banque. C'est entre le marteau et l'enclume, quoi. Entre Ouais. Ouais, Donc c'est voilà, je les voyais tous sous anxiolytiques, que ça me donnait pas envie. Soyez directeur, non. Sans façon. non, je vous regarde. Donc on est dans un monde où aujourd'hui, en fait, paradoxalement, les entrepreneurs sont moins sous anxiolytiques que les salariés. Et ça, c'est un changement majeur. Et si tu regardes aujourd'hui autour de toi, tu rencontres des entrepreneurs. Et je pense que majoritairement, si tu analyses le degré de bonheur ressenti et affiché, alors attention, c'est pas toujours vrai, mais le degré de bonheur ressenti et affiché par les entrepreneurs que tu rencontres et par les salariés que tu croises, je pense que le contraste est assez saisissant et il est en faveur de l'indépendance, de l'autonomie, de l'entrepreneuriat par rapport au salariat qui est une prison aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles. De rien, Richard. À bientôt sur Grand Angle Éco et Grand Angle Crypto. À bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.